Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je suis ultra heureux parce que je reçois à distance depuis le Québec la comédienne, l'improvisatrice, la stand-upeuse Virginie Fortin. Comment ça va? Moi, ça va super bien et toi, Régis? Ça va super bien. Je suis trop content. J'ai passé ma journée à dire à ma copine que j'allais t'interviewer ce soir et que j'étais trop content. Ben là, hey, en plus récemment dans les souvenirs Facebook de 2009, je crois, c'était quand on est allé avec l'équipe d'improvisation du Québec à Mons pour le Mondialito, puis il y a des photos de toi. En fait, parce que je veux dire, on s'est rencontrés il y a comme 11 ans, la première fois, je pense, à ce festival d'impro. Puis là, en ce moment, c'est tout ça qui pop sur Facebook. Alors, je trouvais ça drôle qu'on fasse le podcast aujourd'hui. Mais je crois que c'est Yann Métayer qui repartageait un lien aussi avec quand vous avez gagné la coupe. Exact, il y avait Yann Métayer. C'est vrai, Yann a partagé le lien. On était Yann Métayer, Richardson Zephyr, Renaud Saint-Laurent, China Phineus et moi-même. Et on avait gagné! Et facilement en plus, parce que c'était vraiment une équipe géniale. J'avais adoré ce tournoi. Ben c'est gentil. J'avais été un petit peu gênant à venir vous parler après parce que j'étais tout content de pouvoir parler avec des Québécois, parce que je pouvais enfin parler d'humoristes québécois avec quelqu'un qui me comprenait. Parce qu'en Belgique, il y a pas grand monde qui regarde des humoristes québécois. Enfin maintenant, de plus en plus, mais peut-être qu'il y a 11 ans, c'était plus exotique, disons-le. Avant, c'était vraiment de niche et il fallait vraiment être un gros geek. Un peu comme toi, ouais. Maintenant, je suis presque normal. Avant, j'étais un peu un weirdo qui allait voir des gens et dire « Tu connais Mike Ward ?» et les gens me répondaient « Oui » et j'étais tout content. Ah, mais oui, mais un weirdo en même temps. C'est pas weird, là. C'est pas weird. C'est quand même, je veux dire, c'est une qualité, là, de sortir un peu de la norme. Moi, je suis OK avec ça. C'est la question de base en ce moment. Est-ce que tu vis bien ce confinement ou début de déconfinement? Je sais pas bien comment ça se passe au Québec en ce moment. Ici, c'est confinement, déconfinement, là. Je veux dire, on est encore semi-confiné, c'est-à-dire que les règlements sont de plus en plus élastiques, disons, mais les gens ne les respectent pas particulièrement. Là, on est supposé encore être à 2 mètres et puis pas avoir trop d'amis et blablabla, mais les gens s'assoient tout près dans les parcs et c'est comme si de rien n'était ou presque. C'est pareil chez nous. Ouais, c'est pareil chez vous. C'est ça, moi, je veux dire, je le vis bien, je le vis très bien, le confinement comparé à d'autres, là, et moi, j'ai fait partie des gens très choyés, là. Je veux dire, je suis confortable, j'ai assez travaillé dans la dernière année pour pas trop stresser financièrement jusqu'à, la deuxième vague, j'ose imaginer. Puis, mais bon, je veux dire, je suis bien, je fais partie vraiment des chanceux, là. Ça va, mais c'est sûr qu'après ça, créativement, tout est au ralenti, puis c'est ça, là, c'est pas les jours les plus créatifs et les plus productifs que je connais, là, mais j'essaie d'être très carpe diem, puis de pas trop me soucier, là, je sais pas, j'essaie de me laisser du temps pour que les idées reviennent. Est-ce que la scène te manque, ou alors est-ce que ça t'a fait du bien, justement, d'être un peu plus posé Ben, au départ, je dois dire que ça me faisait du bien parce que j'ai tendance à toujours vouloir être en train de faire quelque chose, là. Moi, je fais partie des gens qui doivent être très actifs, très occupés, très stimulés par le travail. Puis quand j'ai 2-3 jours de congé, je suis toujours comme, je sens que je sers à rien puis que je fais rien. Mais là, quand la pandémie a commencé, puis tout le monde était, en fait, 50%, 60% de la population était forcée à rien faire, à rester chez eux. On dirait que je me sentais moins mal de rien faire du tout. Tu te sentais pas coupable, quoi? Mais je me sentais moins coupable. Mais là, maintenant que c'est comme devenu une espèce de normalité, puis qu'il faut qu'on retrouve un peu nos repères dans ça, je recommence à sentir un peu, je me sens un petit peu lâche parfois, là, de pas être capable de me remettre un peu dans le bateau du travail. Mais la scène, je peux pas dire que ça me manque énormément. J'ai jamais été de celles qui sont comme « Oh, moi, la scène, j'en mange », tu sais. Ça a toujours fait partie de ma vie, mais je pense que, je veux dire, je m'adapte bien aux nouvelles situations. Moi, j'accepte vraiment ce que la vie me présente. Donc, en ce moment, je veux dire, oui, ça me manque la scène, mais je suis pas comme « Vite, déconfiné pour qu'on puisse aller sur scène », tu sais. Je me sens pas trop pressée d'y retourner. J'ai hâte, mais ça va, là, ça prendra le temps qu'il faut. J'ai envie de jouer devant des gens qui sont pas stressés de venir voir un spectacle. Oui, et peut-être sans masque aussi, ce genre de choses. C'est vrai que c'est moins joyeux, je trouve. Exact. Les gens assis super loin l'un de l'autre avec des masques, on dirait que j'ai pas envie de
pas de vivre cette situation-là, mais je sais pas, la magie est un peu moins là si il y a 100 personnes dans une salle de 400 puis tout le monde a des masques puis tout le monde est assis de façon dispersée. Là, on dirait que ça enlève un peu la raison d'être. Ouais, exact. Est-ce que tu as envisagé de faire en ligne un peu comme a fait Phil Roy qui a fait le Wi-Fi Comedy Club? Non, c'est ça. On dirait que moi, ce que j'aime de la scène, c'est vraiment le sentiment qu'on est tous ensemble à la même place, qu'on vit quelque chose, que c'est, je sais pas, là, c'est très humain. J'ai beaucoup de difficultés des fois à juste faire un petit vidéo devant mon cellulaire pour... tu sais, j'ai de la difficulté, on dirait, avec ce médium-là. Moi, être debout toute seule chez moi, à faire des blagues, à pas ressentir l'énergie, je trouve que le stand-up, il y a une énergie qui vient avec ça, il y a une communion qui se fait dans le direct, tu sais. On dirait que j'ai pas le courage, c'est-à-dire que j'admire les gens qui ont réussi à se réinventer en ce sens-là, là, c'est-à-dire que de faire des spectacles justement sur Zoom, sur le web, mais on dirait que, je sais pas, j'aurais trop le sentiment d'être un peu à l'extérieur de moi puis de me regarder faire, alors que quand on est sur scène, on n'a pas le choix d'être complètement, je sais pas, là, à l'intérieur de soi puis en super contrôle, mais j'ai de la difficulté à le faire avec avec une caméra puis non. Je comprends, moi, les vidéos, je suis incapable de faire ça. J'essaie beaucoup. Enfin, quand je dis j'essaie déjà d'envisager l'idée de le faire et j'y arrive déjà pas, donc. Ouais, exact. J'aime mieux faire du sketch on dirait que des sketchs, des personnages, ça se prête un petit peu mieux, mais je me suis pas, je me suis pas lancée dans le spectacle virtuel. Ok. Mais t'as fait un show de sketch le 31 mai avec Louis Courchaine, oui, improvisateur de renom, ami de longue date. Juste pour rire, organiser un festival virtuel, mais là, on avait les moyens, c'est-à-dire on a fait ça, c'était pas live, c'était quand même monté, il y avait un montage, on était devant un green screen, c'est-à-dire c'était plus comme presque une émission de télé qu'un spectacle. Là. Ça s'inscrivait dans un festival pas live. Ouais, virtuel. C'est ça, ils montraient ils montaient les spectacles, mais ces spectacles-là n'existent que pour le festival. C'est-à-dire du 28 au 31 mai, il fallait que les gens, ils achètent des billets comme s'ils allaient voir le spectacle en salle. Et puis le spectacle allait juste exister cette date-là, cette soirée-là. Donc, mais on a préenregistré. T'as eu des retours de ça ou pas trop? Ouais, en fait, ça a super bien été. Ça a vraiment été, on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Moi, j'adore, là. Tu sais, on s'est connus avec l'improvisation, toi et moi. Fait que tu le sais à quel point j'aime faire des personnages, puis j'aime me déguiser, là. Fait que ça a vraiment bien été. C'était super cool. Puis là, on travaille peut-être justement sur un projet pour que ce soit une émission de télé, une vraie, parce qu'en ce moment, on est tous à repenser un peu nos façons de faire. Puis ce projet-là peut facilement s'inscrire dans des projets télé qui respectent la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être dans la même pièce pour tourner. Ouais. Ah, ça serait chouette, mais est-ce que tu peux t'arranger pour que ça soit possible de le voir depuis la Belgique? J'en ai un petit peu marre de voir le message qui s'affiche sur mon écran. Conformément au droit de diffusion, le contenu sélectionné n'est pas disponible dans votre pays. Tu veux pas prendre un VPN puis faire semblant que t'es au Canada, là? Je veux dire, je sais pas si j'ai le droit de suggérer ça, là. C'est un petit peu illégal, mais il y a des sites comme Ola ou quelque chose comme ça. Tu peux faire semblant que t'es au Canada ou aux États-Unis. Je t'avoue que je connaissais pas. Tu peux tricher. Ouais. Ça marche. Je vais retenir qu'il y a possibilité de tricher. Oui. Tu me disais que t'aimais pas trop faire des vidéos, mais t'es une des personnes qui m'a fait super rire pendant ce confinement avec les vidéos que t'as postées. Les vidéos que j'ai fait, j'ai plus de facilité à faire des vidéos quand je suis un personnage. Tu vas rarement voir Virginie Fortin faire comme salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Tu sais, j'utilise la vidéo quand je peux être déguisée, quand je peux être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vraiment toujours eu beaucoup de difficultés à juste faire bonjour tout le monde, c'est moi Virginie Fortin et je fais une vidéo, tu sais. Alors, déguisée, ça me dérange pas. Moi, j'ai vraiment bien aimé les critiques de films que tu fais avec ton personnage de Laetitia. J'ai adoré ces vidéos, oui. Ça me fait tellement rire. Merci. Je conseille à tous ceux qui écouteront ce podcast d'aller sur ton Insta pour aller voir ça parce que moi j'adore ça. Ben merci, mais faut dire aux gens qui nous écoutent que Laetitia, c'est un personnage qui a un accent québécois quand même assez spécial. Même, je pense que pour ceux qui ont déjà de la difficulté à comprendre l'accent québécois, son accent québécois, elle, est assez prononcé. C'est vraiment une grande parodie. Il y a beaucoup de gens au Québec qui sont comme, c'est un accent de où ça que tu nous fais parce qu'elle parle comme personne, vraiment. Là, c'est un mélange de plein d'accents de plein de régions du Québec.
dans la même personne. Et puis Laetitia, c'est ça. C'est un personnage plein de bonne volonté, mais qui a de la difficulté à comprendre, je pense, le cinéma. Et oui, mais j'ai vraiment bien aimé le concept de la critique cinéma qui dit officiellement qu'elle s'est endormie en regardant le film. C'est déjà Oui. ça. Le principe me fait rire de départ. Mais pour l'accent, je ne sais pas, faudrait que d'autres personnes me disent, parce que moi je consomme tellement de trucs québécois que je comprends. Donc peut-être qu'il y en a qui auront plus de difficultés, je ne sais pas. Ah oui, c'est sûr. Certainement, si des Français nous écoutent par exemple. Oui, oui, c'est vrai que, ben moi parfois, quand je suis en France, on pense que je suis belge. Alors je suis désolée les Belges, vous sonnez comme moi. Ah, mais moi j'adore ça c'est un bon compliment. J'adore l'accent québécois, je trouve que je sais pas, ça a une sonorité, un truc, je sais pas, j'adore ça. Ben je crois que c'est un peu plus relax, on dirait. L'accent est un peu plus mou, un accent mou. Je sais pas si ça se dit là, c'est clairement pas dans le lexique de la sociolinguistique québécoise, mais je veux dire, je trouve qu'on a un accent un petit peu plus détendu, tu sais. C'est comme c'est moins soutenu. On est un peu plus comme ben oui, tu sais. Mais j'aime surtout c'est les différences en fait. C'est parce que ça reste la même langue, mais on n'utilisera jamais les mêmes mots ou la même formulation, la même construction de la phrase. Et donc j'aime bien ça change quoi. Exact. Ben en fait, tu sais, c'est ça, la même langue. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que je me suis obstinée ce matin même sur Instagram parce que j'ai vu une fille sous une photo dire, elle disait en anglais, French Canadian isn't proper French. Elle disait que le français des Canadiens, des Québécois, c'est pas le français, pas le bon français. Tu sais. Puis je suis comme, en quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ça, elle disait que le français standard, là, le bon français, c'est le français qui est parlé en France. Puis moi, j'étais comme, je croyais qu'on était passé cette espèce de hiérarchisation. Ouais, ça serait bien qu'on arrête avec ça aussi. Mais Oui. Les Belges ont un peu le même problème avec parfois les Français qui nous disent qu'on parle pas correctement. Exact. Mais c'est quoi parler correctement? Moi, je pense qu'une langue, c'est un outil vivant. Puis tant qu'on est capable de communiquer, tu sais, c'est normal. Je veux dire, c'est normal que notre français ait évolué différemment. Je veux dire, les Français viennent coloniser, ils disparaissent, puis après ça, on se plaint que notre français est pas bon. Laissez faire, là. Il fonctionne. Moi, on se comprend, tu sais. En parlant de personnages que tu as sur Insta, il y a aussi le personnage de Suzette. Moi, j'adore. Ouais, Suzette. Ah, mais Suzette, elle, c'est sûr que les francophones de l'Europe la comprennent peut-être un petit peu moins parce que, encore une fois, même les Québécois parfois se demandent d'où vient cet accent. Suzette a vraiment un drôle d'accent, mais moi j'adore. À chaque fois que je fais un personnage un peu fâché, là, elle parle un peu de même, là, tu sais, c'est vraiment, là, ça, là, c'est vraiment Suzette, là, tu sais, c'est vraiment du gros Québécois, là, que plus personne parle de même, là, vraiment, là, y a plus personne qui parle de même. Ah, j'adore. T'as fait les mots d'encouragement pendant la période de confinement. Avec ce personnage-là, ça m'a fait tellement rire. Ah, c'est gentil. Ben oui, Suzette demandait aux gens de lui écrire s'ils avaient besoin de se faire encourager, puis ils trouvaient ça difficile, le confinement. Sauf qu'en même temps, ce qui était drôle dans cette affaire-là, c'est que Suzette, c'est un peu la pire personne pour encourager parce qu'elle est quand même foncièrement négative, là, cette personne-là. Moi, j'ai adoré je viens de me séparer de mon copain et tu réponds, c'est la meilleure affaire qui peut t'arriver. Ça, c'est la meilleure affaire qui peut t'arriver parce que tu peux pas le voir. Faut couper les ponts. Oui, je me rappelle. Ouais, ben voilà, vous avez un extrait d'en dire. Mais allez Oui. quand même voir sur Insta parce que c'est mieux. Encore mieux. Mais ces personnages, c'est un peu des personnages quand même que tu as récurrents. Ça vient d'où ces personnages? C'est vraiment des gens que tu as rencontrés, qui t'ont inspiré et que t'exagères ou c'est complètement inventé ces personnages? Ben, je pense que n'importe quel personnage est toujours inspiré de quelqu'un qui existe ou qu'on a rencontré, que ce soit consciemment ou non, là, quand on le fait, je pense que, en tout cas, pour moi, les personnages, c'est sûr que c'est inspiré de gens qui existent, que j'ai vus. Mais après ça, Suzette, je peux pas te dire c'est qui, tu sais. Je pense que c'est juste une espèce d'amalgame de plein de gens que j'ai vus exister, que ce soit dans un reportage aux nouvelles ou dans l'autobus ou dans le métro. Puis, au départ, c'est ça. C'est juste une madame qui est toujours très fâchée, sur tous les sujets, à peu près. T'sais, elle a une énergie de colère. Après ça, Laetitia, qui est un personnage un peu plus jeune que Suzette, là, elle, je l'ai rencontrée, je pense, la première fois dans un show de Ricky Martin. Je travaillais avant au Centre Bell, là, qui est l'espèce qui est le Centre Bell, c'est où le Canadien de Montréal, l'équipe de hockey joue. Donc, souvent, il y a les gros concerts qui passent par Montréal, ils vont au Centre Bell. Puis moi, je travaillais là. Puis un soir que j'ai vu le spectacle de Ricky Martin, quand il était déjà plus très populaire, là, c'est-à-dire que c'était pas ses grosses années.
années, là. C'était le déclin de Ricky. La fan moyenne de Ricky Martin ressemblait un peu à Laetitia. Excusez-moi, là, c'est complètement réducteur, là, je suis désolée, mais donc je me suis librement inspirée d'elle, d'une fan que j'avais vue pour la parodier. Mais après, tous ces personnages-là, c'est sûr, c'est des gens qu'on a vus. Tu sais, je sais pas toi, parce que t'en as fait de l'impro, Régis, aussi. Oui. Tu sais, les personnages que tu fais en impro, c'est toujours, ça part d'un trait de caractère ou ça part de quelqu'un que tu connais puis que tu exagères ou que tu incarnes. C'était pour savoir si c'était de façon consciente ou inconsciente, parce que des fois, il y a des trucs que tu fais parce que tu l'as vu chez quelqu'un et tu le refais. Moi, je sais qu'en impro, je refaisais des personnes que j'avais vues qui me faisaient rire de la façon dont ils parlaient ou la façon dont ils marchaient. Et j'essayais un peu de refaire ça parce que je trouvais ça drôle. Mais des fois, tu fais un personnage parce que ça te vient et tu sais pas d'où ça vient, mais ça, tu le gardes un petit peu récurrent. Ouais, mais moi je pense que quand on sait pas d'où ça vient quand même de quelque part qu'on a enregistré inconsciemment, tu sais. Oui. C'est rare, moi, que je me suis dit, OK, je vais imiter telle personne puis ça va devenir un personnage, mais je suis certaine, par contre, que tous mes personnages sont des imitations de gens que j'ai déjà vus, mais que je l'ai pas fait volontairement, tu sais. C'est juste, j'ai comme été une éponge à personnages, là, tu sais. Mais après ça, c'est vrai que moi, j'aime bien l'imitation, là. Je suis pas une imitatrice, je suis pas une grande imitatrice, mais je pense que j'ai quand même des capacités d'isoler certains tics ou certains détails dans le parler de certaines personnes, puis d'être capable de me l'approprier. Puis je trouve que l'imitation, c'est une bonne base aussi pour créer des personnages qui, après, deviennent récurrents. Hein. Moi, en tout cas, jouer des personnages, que ce soit exagéré ou réaliste, là, j'adore ça, les espèces de rôles de composition. J'aimerais vraiment, un jour, jouer sincèrement, sérieusement dans une série ou dans un film, un rôle de composition qui soit pas aussi exagéré là, que Suzette ou Laetitia, mais qui soit quand même loin de Virginie dans la vraie vie, mais qui soit vraiment une espèce de rôle, je sais pas, là, me mettre dans la peau complètement de quelqu'un d'autre. J'aime ça. Quand on trouve la place où s'abandonner dans son cerveau pour devenir quelqu'un d'autre, là, c'est vraiment le fun d'y rester. Ben, s'il y a un producteur influent qui entend cet extrait et qui cherche une actrice capable d'endosser des rôles, avec qui contacter. Exact. Virginie Fortin. Tu te déplaces jusqu'en Belgique si ce producteur est belge ou? Ah, ben, bien sûr, je me déplace partout, si la pandémie le permet. Voilà, vous savez, parce que mon audience est principalement composée de producteurs influents. C'est vrai, waouh, quelle chance. Ah, c'est une chance que j'ai, hein. C'est impressionnant, franchement. Ils me contactent pas moi, mais les gens que j'ai dans le podcast à chaque fois, c'est pour eux. Super. Alors moi, dans le podcast, ce que j'aime bien, c'est remonter le temps et savoir un petit peu comment tu étais quand tu étais petite, quand tu grandissais à Boucherville. Ah, mon Dieu. Eh oui, je sais que tu es né à Longueuil et que tu as vécu à Boucherville. J'ai fait mes petites recherches. Quelle recherche! Ouais, j'ai écouté tous les podcasts, j'avoue. J'ai encore écouté aujourd'hui le podcast 3 bières dans lequel t'es passé. Ah! J'avais presque oublié que j'étais allée là. Seigneur Dieu. Ah, mais wow. C'était en 2017, je crois, donc ça... Ah! Ça fait juste ça, 3 ans? Je croyais que ça faisait plus longtemps que ça. Je sais pas, mais dans le podcast, tu dis que tu vas commencer à tourner dans la série Trop. Ah, ça doit être 2016, alors. On est sur de la précision. Oui. Et donc, comment tu étais, hein, quand tu étais petite? Est-ce que tu étais déjà une comique à faire le pitre en classe ou au contraire, t'étais quelqu'un de plutôt réservé? Je crois que j'étais un peu des deux, c'est-à-dire qu'à la maison, j'étais vraiment... Quand j'étais très petite, là, quand j'avais 4 ou 5 ans, j'ai toujours... Moi, je suis l'enfant du milieu, là. J'ai un grand frère puis une petite sœur. Donc, on dit que cet enfant-là a besoin d'attention. Je pense que ce stéréotype, ce cliché s'applique quand même un peu à moi parce que toute petite, j'étais vraiment le clown de la famille, là. Il y a des vidéos qui sont là pour le prouver. Souvent, mon père, il est en train de filmer ma petite sœur puis moi, je passe puis comme « Papa, regarde-moi! » Mais après, à l'école, j'ai toujours été studieuse, par contre. J'ai toujours été timide quand même, mais tranquillement, j'ai développé mes capacités d'improvisatrice puis mes capacités en humour pour briser un peu la gêne, je pense, avec les blagues. J'ai commencé à faire de l'improvisation vers l'âge de 11-12 ans, quand j'ai commencé les cours de théâtre, quand j'étais plus petite. Puis on dirait que ça m'a vraiment aidé à être moins timide. Puis au secondaire, là, ça c'est... Mon Dieu, comment vous appelez ça, vous, de votre côté, le secondaire? Le secondaire. Là, c'est vrai? Yes, sir! Oui, les Français disent collège et lycée, nous c'est le secondaire. Excellent, la Belgique. Alors, à l'école secondaire, j'étais
studieuse, mais blagueuse aussi. J'ai toujours fait des blagues, mais jamais au détriment du calme dans la classe. J'ai toujours trouvé mon petit timing pour réussir à faire rire les professeurs et les élèves, je pense. Tu sais. Puis j'ai fait beaucoup d'improvisation aussi au secondaire. Donc ouais, j'ai toujours été enclin à faire des spectacles. Puis tu sais, c'est ça. J'ai toujours voulu faire des blagues. J'ai toujours voulu jouer. C'est vraiment l'improvisation qui m'a formée puis qui a fait que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et ça depuis la tendre enfance. Ben, je pense que ta théorie est la bonne parce que je suis aussi un enfant du milieu. Je suis le 3e sur 5. Oh mon Dieu, ouais. Et c'est beaucoup trop d'enfants, ouais. C'est beaucoup trop d'enfants. Je suis aussi un enfant du milieu. J'ai aussi besoin d'attention. J'ai aussi fait de l'humour pour ça, donc je pense que ta théorie est la bonne. Mais donc, attends, moi, quand on était allé à Mons, je me rappelle que t'étais avec ta sœur et ton frère, mais plus jeune que toi, donc... C'était mon petit frère et ma petite sœur, ouais. Ouais, les deux plus vieux étaient pas là. Parfait. Regarde, on est quand même... Tu sais, ça va, là, on s'en sort quand même en tant qu'enfant du milieu, on s'en sort, ça va, c'est juste qu'on a un petit besoin d'attention. Ben oui. Qui se manifeste de plusieurs façons. Et puis, pour nous, ça passe par l'humour et le stand-up, l'improvisation. Mais attends, mais toi, t'as les langues aussi, là, parce que t'enseignes l'anglais, t'enseignes le néerlandais. Ouais. Moi, j'ai appris l'espagnol, j'ai appris le russe. Je sais pas là, si on pouvait nous psychanalyser. Peut-être qu'il y a quelque chose avec les enfants du milieu, puis le désir de pouvoir avoir l'attention dans plusieurs langues. Eh ben, maintenant, je fais un appel à tous les psychanalystes qui nous écoutent. S'il y a une étude sur les enfants du milieu, est-ce que ils ont besoin d'attention parce que le public est composé à moitié de psychanalystes et à moitié de producteurs influents. De producteurs influents. Des fois des producteurs influents psychanalystes, mais là c'est plus rare quand même. Ah, ça c'est un drôle de diagramme de veine quand même, mais ouais. Tu l'as dit, t'as commencé le théâtre à 7-8 ans, t'as fait de l'impro vers 11 ans. Est-ce que t'étais doué? Mon Dieu, est-ce que j'étais douée? Je pense que oui. Je veux dire, en fait, je sais pas si j'étais douée, mais je me sentais à ma place. Après, je laisserai les autres qui m'ont... À 7-8 ans, est-ce qu'on est vraiment... on est doué. Je veux dire, c'est là qu'on commence à développer l'intérêt, la capacité, la passion. J'ai toujours baigné là-dedans, puis je me suis toujours sentie à ma place là-dedans. Donc, je pense que oui, j'étais douée. Je pense qu'on me faisait confiance aussi. J'étais toujours disponible. À défaut d'être douée, peut-être j'étais très disponible, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de l'improvisation, j'étais souvent celle qui allait sur l'impro sur laquelle personne voulait vraiment aller. Là, j'ai toujours eu une espèce de sentiment de responsabilité que bon, si personne y va, je vais y aller. Après ça, est-ce que j'étais douée? Je sais pas, mais j'ose espérer, là, vu que c'est ça que je fais aujourd'hui. Moi, je vais dire que oui, mais je sais que tu n'es pas super à l'aise avec les compliments. J'essaie d'y aller doucement sur tous les compliments que j'ai envie de... Merci, c'est gentil, mais tu sais, non, mais c'est, comme ça serait, je veux dire, j'essaie d'être humble, là, mais après, je vais pas, j'ai toujours un sentiment d'imposteur qui disparaît tranquillement avec le temps, là. Je l'ai plus tant aujourd'hui, ce sentiment d'imposteur-là, mais quand j'ai commencé le stand-up, je me sentais un peu imposteur. Maintenant, je suis capable de dire que c'est un talent puis c'est une capacité que j'ai, mais je veux pas non plus dire, oh mon Dieu, oui, je suis super douée là-dedans, tu sais. Mais quand j'étais jeune, j'ai toujours eu du plaisir à le faire. Puis moi, je pense que quand on a du plaisir, un vrai plaisir à faire quelque chose, forcément, on est doué dedans, tu sais. Pas forcément, parce que peut-être qu'il y a des gens qui aiment beaucoup faire quelque chose dans lesquels ils sont pas bons, mais je pense qu'on le sent. On le sent quand le plaisir rime avec, genre, le talent, là. Puis moi, c'est ça. Quand je suis capable d'avoir du plaisir dans quelque chose, je me dis que c'est parce que je suis capable de le faire. Vraiment. À chaque fois que j'ai eu du fun à faire quelque chose, je pense que j'étais fière de moi après, tu sais. Un mélange de fun, un mélange de plaisir, puis un mélange de terreur, là, tu sais. C'est exactement ce que m'inspire l'impro. C'est un mélange de peur et de plaisir, mais le plaisir prend toujours le pas sur la peur quand même. Exact. Je pense que l'adrénaline, c'est quand même quelque chose d'important là chez les improvisateurs, autant que chez les gens qui font du parachute puis du motocross, là, c'est-à-dire que nous, notre besoin d'adrénaline, il passe par la scène. Des fois, je comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait se lancer en parachute à répétition, mais après ça, je me rappelle, attends, toi, ta façon d'aller chercher l'adrénaline, Virginie, c'est de faire des spectacles. Puis il y a des gens qui ont besoin, pour aller chercher l'adrénaline, de se lancer d'un avion. Et c'est ça, quand je pense qu'il y a un ratio terreur-plaisir quand même équitable, là, tu sais, c'est là qu'on a vraiment, je sais pas, un sentiment de fierté puis d'accomplissement après. Puis je pense que c'est un peu tout ça qu'on recherche quelque part dans ce qu'on fait. Mais je crois que même des fois en impro, plus tu as peur avant, plus le sentiment de plaisir est décuplé après parce que tu as réussi à faire le truc malgré ce sentiment de peur au départ.
Exact. Mais faut pas non plus que ça nous paralyse. Faut pas que ce doute-là nous paralyse parce que des fois, la peur, elle peut vraiment faire qu'on ne s'abandonne pas, tu sais. Il faut avoir une espèce de peur positive, une espèce de... Je sais pas comment dire, là, mais... En tout cas, en ce moment, je bouge mes mains, là, je bouge mes mains. Sur un podcast, c'est super utile. Oui, c'est super utile. Mais non, mais il faut une espèce de... Tu sais ça, de peur, mais de curiosité, puis de goût de se lancer, tu sais, vraiment. Mais c'est arrivé, je veux dire, c'est arrivé des matchs d'impro où le stress ou le doute était trop grand par rapport au plaisir, puis ça donne jamais des bons matchs d'impro. Ça donne toujours des improvisations où est-ce qu'on se regarde jouer un petit peu, on est dans le doute. Même des shows de stand-up, tu sais, il y a des shows de stand-up où juste avant, je me dis « Ah non, on dirait que là, je doute trop, je serais pas capable d'avoir assez confiance en mes moyens pour que ça se passe bien. » Je vois absolument ce que tu veux dire. Ouais. Tu étais quel genre un peu d'improvisatrice? Je pense, ça dépend à qui on parle, là, ça dépend à qui on demande. Moi, je pense que je suis une puncheuse, là. Je suis plutôt une puncheuse, mais j'ose espérer que j'ai un punch constructif, là. C'est-à-dire que je sais que parfois le punch peut se faire au détriment de l'histoire. Ça peut être un peu du cabotinage. Mais j'essaie d'avoir un rapport drôle, utile, qui se peut, là, tu sais. Donc, je pense que j'ai toujours été perçue comme une puncheuse, mais en même temps, toujours consciente de l'importance de construire une histoire. Je pense que je suis ce genre d'improvisatrice-là. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, Virginie est juste niaiseuse, elle fait n'importe quoi, puis elle fait juste puncher. » Mais je pense que je suis capable quand même de construire des histoires. Mais ouais, je penche plus du côté du punch que du côté de la construction théâtrale de l'histoire. Et ça va être un petit peu de niche, mais c'est plus pour les fans d'impro. Mais si tu devais avoir une faute, ça aurait été laquelle? Décrochage, je pense. Décrochage? Pas cabotinage? Non, je pense que je frôle, je joue, je flirte avec le cabotinage, mais je pense que moi, je suis plus à risque de décrochage. Ouais, vraiment. Moi, c'est les deux fautes, décrochage et cabotinage. Des fois, l'un qui suit l'autre. Ouais. Mais ça, c'est des fautes quand même. Je veux dire, ce sont des fautes... je trouve qu'ils sont légères, tu sais, parce que c'est des fautes qui trahissent le plaisir qu'on a à faire l'impro. Moi, j'ai souvent joué avec des amis, des gens que j'admire, du monde que j'aime. C'est sûr qu'ils me font rire. C'est sûr que j'ai envie de niaiser puis de cabotiner avec eux parce que j'ai envie de les trouver drôles puis j'ai envie qu'on se fasse rire, tu sais. L'impro, oui, c'est pour le public, mais il y a quelque chose de vraiment magique puis de précieux dans jouer avec les amis puis l'équipe dans laquelle t'as confiance, puis de se faire rire entre nous, tu sais. Le trio, j'ai un trio d'improvisation au Punch Club, qui est une espèce de spectacle d'impro complètement trop cool au Québec, puis qui ont fait quelques tournées en Europe d'ailleurs, mais avec Louis Courchaine, justement. Et Arnaud Soli? Ouais, Louis Courchaine, Arnaud Soli, ce trio-là, je veux dire, on se complète, on se comprend, on se fait rire, tu sais. On a tellement de plaisir ensemble que, je veux dire, c'est sûr que je cabotine, puis c'est sûr que je décroche parce que on dirait que c'est surtout eux que je veux faire rire puis que je veux impressionner, tu sais. Si je devais te demander ta catégorie préférée d'impro? Chanter, je crois. Sérieux? Je veux dire, il y a rien comme une bonne libre. Il y a rien comme une bonne catégorie libre, une bonne durée, genre de 5-6 minutes pour avoir le temps d'installer une histoire. Sauf que la catégorie bonbon, ma catégorie dans laquelle je vais toujours me lancer la première, surtout s'il y a un musicien, ben c'est chanter. Moi, ouais. Toi, chanter, c'est pas ton truc? Non, vraiment pas, mais je chante tellement mal que ça me coupe un petit peu l'envie de le faire. Oh, wow. Moi, mes catégories préférées, ça serait genre exercice de style. Je sais pas si vous appelez, si c'est le même nom. Ben, c'est-à-dire que tu fais une improvisation genre de 1 minute libre, puis ensuite on t'impose un style différent à chaque fois? C'est ça. Ah ouais, ça... Non, mais c'est comme... Je déteste pas ça, mais je trouve que c'est difficile de le réussir. Des fois, ça peut partir dans tous les sens, puis c'est difficile aussi de construire quelque chose en si peu de temps, puis de le refaire. Mais si c'est réussi, ça peut être génialissime, là. Mais ce qui est difficile, c'est de bien faire la première, et si la première est bien faite, après, il y a moyen de faire quelque chose. Et des fois, tu rates complètement la première et tu te dis « Ah, je vais devoir refaire cette improvisation plusieurs fois. Est-ce qu'on peut pas arrêter tout de suite ?» Exact.
c'est ça le danger, c'est vraiment de pas bien installer la première, puis d'être pris avec, puis ah ouais, c'est dangereux. Je garde chanter, alors moi, les chanter, c'est mes préférés. Eh ben, qu'on fasse un match d'impro ensemble, tu y monteras sur toutes les chantées, comédies musicales, ce sera pour toi. Avec grand plaisir. Donc en secondaire, tu fais de l'impro, tu fais du théâtre, et qu'est-ce que tu fais comme études après le secondaire? Après le secondaire, bon, on a le cégep, nous ici, qui est une espèce de 2 ans préuniversitaire que j'ai fait en théâtre. Moi, j'ai fait un cégep en théâtre, ça dure 2 ans. Puis après ça, je suis allée à l'université j'ai fait une majeure en littérature française, et puis une mineure en études russes, puis une mineure en études hispaniques. Donc j'ai étudié surtout les langues et puis la littérature à l'université. Puis après, je suis allée faire un autre diplôme universitaire, un certificat, c'est juste 1 an, en communication. Après ça, je suis partie vivre à Chicago quelques mois pour faire un stage d'improvisation en anglais là-bas à Second City. Puis après ça, je suis allée à Second City à Toronto faire un stage en écriture humoristique puis en stand-up. Donc voilà, mais c'est ça. Mon université, j'ai fait mon bac en langue et littérature. Dans les recherches que j'avais fait, je n'avais que les études à l'université, il n'y avait rien sur le cégep, et je me disais, mais pourquoi elle n'a pas fait d'études de théâtre, puisque c'est ce qu'elle adore, mais en fait, tu en as fait. Ben en fait, j'ai fait mon cégep en théâtre, puis après ça, j'ai fait les auditions pour les écoles de théâtre ici au Québec, mais j'ai pas été acceptée jamais. Eh ben, ils doivent s'en mordre les doigts maintenant en te voyant sur scène. Ben je crois que le milieu du théâtre s'en mord pas nécessairement les doigts, mais contente d'avoir réussi à faire ce métier-là sans passer par là, parce que je dois dire que à l'époque, ça avait quand même été... J'ai toujours voulu aller à l'université, mais quand j'avais auditionné pour les écoles de théâtre puis on m'avait refusé, moi, ça m'avait quand même installé un doute dans ma tête parce que je suis pas de celles qui sont comme on m'a dit que je devrais pas faire ça, mais j'ai pas lâché. Tu sais, moi, si on me dit que je suis pas capable de faire quelque chose, je vais faire comme non, vous avez raison, je suis pas capable, je vais changer. Mais j'avais pas pris ça comme... Je veux dire, ça m'avait dérangée parce que je pensais vraiment vouloir devenir comédienne, mais je m'étais dit peut-être que dans le fond, peut-être que c'est pas ça que je suis capable de faire vraiment, peut-être que c'est autre chose. Puis je suis allée à l'université, mais j'ai continué à faire de l'improvisation en parallèle. Puis après ça, c'est là que le stand-up est arrivé. Je me suis dit peut-être que je suis pas comédienne, peut-être que je suis humoriste dans le fond. Puis j'ai commencé à faire de l'humour. Et puis après est arrivé des possibilités d'audition pour des rôles à la télévision, puis c'est là que le rêve de comédienne, d'actrice en fait, là, parce que nous, on dit comédienne au Québec pour actrice, là. Oui, on dit aussi. Ouais, parfait. Père, désolé, là, c'est la France qui... Non, c'est rien. Si je ne comprends pas quelque chose, je te dirais, mais je pense que ça devrait aller. Ah, c'était pas pour toi, c'était pour les producteurs ainsi que les sociologues, les linguistes, les psychanalystes, pardon, qui nous écoutent. Il y a peut-être des linguistes aussi. Oui, j'ose imaginer. Il y a tellement de monde qui écoute ce podcast. Mon Dieu. Ben oui, mon Dieu, t'es viral. Mais donc, c'est ça. J'avais une petite déception, mais j'étais quand même... C'est ça, je dis que je suis pas résiliente, moi, en fait. Si on me dit « fais pas ça », je vais être comme « ah ouais, vous avez raison ». Tu sais, j'ai pas une battante, là. Je suis pas comme « ah non, vous pensez que je peux pas, eh bien, je vais vous prouver que je suis capable ». Tu sais, j'ai pas du tout cette fibre-là à l'intérieur de moi. Donc, ça m'avait un petit peu affectée, mais pas trop longtemps, là. J'étais contente d'aller à l'université après, puis encore plus contente que mes rêves de petite fille qui se couche le soir en rêvant de jouer dans des films, puis à la télévision, puis sur scène, se réalisent. T'es aussi devenue une joueuse régulière à la LNI, ce qui est quand même pas rien. Est-ce que c'était vraiment un rêve qui se réalisait ou... Ah ouais, 100% là. Ben tu sais, je veux dire, tu le sais, là, quand on fait de l'impro jeune, on dirait que la LNI, c'est comme la Ligue nationale, là. Je veux dire, c'est une finalité en soi, là, de se rendre à la LNI comme improvisateur. Puis moi, j'ai eu la chance de rentrer là très jeune, à 20 ans. J'ai joué 10 ans à la LNI. J'ai joué 10 saisons à la LNI de l'âge de 20 ans à 30 ans, là. J'ai arrêté il y a 4 ans environ. Puis ouais, c'était vraiment un rêve qui se réalisait parce que je me rappelais, moi, aller voir la LNI plus jeune, puis là, voir des improvisateurs. Moi, j'étais une grande fan de François-Étienne Paré quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12, 13, 14 ans. J'adorais François-Étienne Paré. Puis j'ai joué dans l'équipe de François-Étienne Paré après quelques années plus tard, tu sais. Fait que c'est vraiment un but. Mais l'affaire, c'est que une fois qu'un rêve se réalise, on dirait qu'on passe au prochain rêve, tu sais. On n'a pas le sentiment d'accomplissement qu'on pensait avoir quand on réalise un rêve. Je suis très contente puis je suis très fière d'avoir joué à la LNI. Même que parfois je m'en ennuie, j'aimerais y retourner. J'ai un peu abandonné l'improvisation depuis les dernières années puis je dois dire que des fois j'ai des petites nostalgies, là. Je m'ennuie de l'impro puis de la liberté puis de l'éphémère puis de l'espèce de saut dans le vide que c'est par rapport au stand-up qui est tellement prévu d'avance, écrit, tu sais, je m'ennuie de cette espèce de folie que permet
l'improvisation. Ouais, mais je te comprends. J'ai un peu mis ça de côté parce que je travaille le soir et que les matchs d'impro sont souvent en semaine. Et donc, ça limite les possibilités. Et ici, l'année prochaine, je vais essayer de reprendre parce que ça me manque trop. C'est addictif. Ouais, exact. J'avais fait une petite overdose d'impro, par contre, par le passé. Là, il y a des années où je jouais comme dans 4 ligues différentes. Puis j'étais comme, ça suffit, il faut que ça cesse. Puis là, je joue plus nulle part. Puis j'ai des petits moments où est-ce que je regarde par la fenêtre toute seule chez nous en me disant, ah, j'aurais le goût de faire de l'impro. Ben, j'espère que tu auras l'occasion d'en refaire. Ouais, j'espère aussi, mais en même temps, c'est un beau problème. Là, j'étais tellement occupée sur d'autres projets que j'avais plus le temps de faire de l'impro. Alors, je pense que c'était quand même synonyme de ça allait bien, là. Là, c'est peut-être aussi la pandémie, là, puis le fait que je sois confinée un peu chez moi, puis je me dis, ah, j'ai hâte de ressortir, de faire des spectacles, mais avec les amis, tu sais. Le stand-up, ça me manque, mais je sais pas. Il y a quelque chose à l'impro. Le travail d'équipe, tu sais. Le travail d'équipe, c'est vraiment... je sais pas, moi j'adore ça, puis parfois ça me manque en stand-up. J'adore le stand-up, mais j'ai besoin aussi de travailler avec d'autres, quoi. Ouais, avec les amis que j'admire, les amis dont je suis fière, les amis qui me font rire, tu sais. Pouvoir m'appuyer sur d'autres personnes aussi, de pas être toute seule. Je comprends, l'impro, c'est magique. Ceux qui en ont fait, je pense qu'ils comprendront ce que tu dis là. C'est addictif. Le stand-up aussi, mais c'est pas encore la même chose. C'est un autre, ouais, c'est complètement autre chose. C'est de la magie, mais une autre magie. Exact. Et donc, comme tu l'as dit, tu as été à Chicago pour faire de l'improvisation en anglais. C'était pour te mettre encore un nouveau défi, pour ressentir plus la peur, ou c'était juste pour encore progresser en impro? Bah, c'est un peu des deux, mais je pense que c'est encore une fois la peur là qui me motivait, mais en même temps les rêves là. Moi, je veux dire, je rêvais de faire Saturday Night Live, tu sais. J'écoutais SNL, puis je rêvais de faire ça, puis je me suis dit je vais aller à Chicago parce que Second City c'est un peu le bassin de comédiens de Saturday Night Live. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là, qui ont fini par se rendre à New York puis faire SNL. Mais je voulais voir, c'était pour me tester moi, tu sais. On dirait que l'impro, ça me stressait plus beaucoup en français. Puis j'ai fait mon université à McGill en anglais, c'est-à-dire j'ai une majeure en littérature française, mais la plupart de mes autres cours étaient donnés en anglais. Donc j'ai toujours eu une facilité avec l'anglais, puis je voulais voir si j'étais capable d'improviser puis d'être aussi d'avoir la même rapidité d'esprit dans ma deuxième langue, puis c'est pour ça je suis allée à Chicago, j'ai adoré ça, j'ai vraiment adoré faire Second City, c'était vraiment super. Mais c'est ça, je pense que c'était vraiment pour le défi puis la terreur puis la peur, puis juste une nouvelle expérience là, tu sais. Mais bon, j'ai pas fait SNL aux États-Unis, mais après ça j'ai fait SNL ici au Québec, ils ont fait une version québécoise. Et puis, je crois que ça a comblé le rêve quand même. Mais du coup, comment tu es arrivé à l'impro? T'avais besoin d'une nouvelle terreur, en fait? J'avais encore toujours pas fait de stand-up. Quand je suis allée à Chicago, là, je suis allée faire de l'impro. Puis, je me suis rendu compte que l'impro en anglais, ça me faisait pas aussi peur que je pensais que ça... Tu sais, c'était des cours, là. J'ai pas fait des spectacles, c'était vraiment juste des cours, puis ça allait super bien. Puis j'ai trouvé que j'étais capable, tu sais, puis ça me terrorisait pas autant que ça me terrorisait. Puis c'est là que je me suis dit, je vais essayer peut-être le stand-up. Puis la première fois que j'ai fait du stand-up, c'était en anglais à Chicago. C'était un échec total, mais je m'en foutais parce que je connaissais personne vraiment. Ça avait aucun impact sur ma réputation d'improvisatrice à Montréal. Puis après, quand je suis allée vivre à Toronto... Là, j'ai commencé le stand-up un peu plus pour de vrai, en anglais encore, mais ça allait super bien. C'est quand je suis revenue vivre à Montréal que j'ai décidé de faire le stand-up en français. Puis le stand-up, là, j'ai de plus en plus d'expérience. J'ai fait 2 tournées à travers le Québec. Je suis allée en Europe en faire quelques spectacles aussi, mais ça me terrifie encore, par contre, je dois dire, tu sais. Ça reste, pas terrifiant, mais le vertige... Et souvent là, le vertige que je recherche là, avant un projet, l'espèce de dualité peur-plaisir, en stand-up, le vertige est constamment là, je pense. Ouais. Mais contrairement à l'impro, c'est beaucoup plus vulnérabilisant parce que tu viens vraiment en montant sur scène en disant ce que je vous ai préparé est drôle. Ouais. Je l'ai. Exactement. C'est voulu quoi. Ça a été réfléchi depuis 2 mois. Ça, ce que je fais là, c'est drôle. Et les gens te regardent et font. Ouais. Ou alors ils sont morts de rire et ils sont d'accord avec toi, mais... Exactement. C'est que le risque, on dirait que les gens qui ont jamais fait d'impro se disent « Oh mon Dieu, mais vous avez pas peur du ridicule? » Mais moi, je trouve qu'en impro, le risque, il est moins grand parce que
on dirait qu'il y a un contrat non écrit là, entre le public et puis les improvisateurs, c'est-à-dire que tout le monde accepte que ce qu'on va voir là, c'est éphémère, puis c'est spontané, puis ça existe juste ce soir. Donc, il y a un pourcentage de chances qu'on se plante qui est quand même assez grand, et puis tout le monde l'accepte. Ce qui fait que quand il y a une génialissime impro, les gens sont comme « Wow, c'est génial! » Et puis quand il y a une impro un peu les gens acceptent parce qu'on pardonne, on dirait, on sait qu'on fait partie de quelque chose qui n'existait pas avant le spectacle puis qui n'existera plus après le spectacle. Mais quand c'est du stand-up, on dirait que le public et l'humoriste aussi sont comme, OK, là, c'est préparé. J'y ai pensé longtemps. Ouais. Ce qui est bien avec l'impro, c'est que si t'en fais une qui est pas terrible, celle d'après, si elle est bonne, c'est bon, celle d'avant, elle est oubliée. Exact. Alors qu'en humour, tu fais deux blagues complètement nulles, même la blague qui va suivre, si elle est bonne, les gens ont lâché ce que tu racontes et ils sont plus attentifs, quoi. C'est ça, la blague est affectée par le reste, vraiment, oui. Est-ce que tu te rappelles de quoi tu parlais dans tes toutes premières scènes quand t'as joué à Chicago et après à Toronto? Je pense que mon premier stand-up à Chicago, c'était sur le temps. Mais j'avais que 3 minutes, justement. Alors, c'était pas assez de temps pour développer un sujet aussi important que le temps. Tu sais, j'avais de la difficulté à comprendre le temps, puis j'ai décidé de parler du temps. Mais tu n'avais pas le temps de parler du temps. Non, j'avais pas le temps de parler du temps, malheureusement. Après, à Toronto, j'ai suivi un cours de stand-up avant de présenter un spectacle pour la première fois. Donc le professeur nous a vraiment un peu encouragés à aller dans quelque chose de plus classique, c'est-à-dire j'ai parlé beaucoup de moi, tu sais, j'ai beaucoup parlé de moi dans le contexte d'une Québécoise francophone qui habite à Toronto. Donc c'était un stand-up un peu plus comme personnel, mais après c'était des bases dont j'avais besoin pour être capable de m'attaquer à des sujets plus importants, j'imagine, comme le temps éventuellement. C'est drôle que mon premier stand-up parlait du temps, puis mon spectacle aujourd'hui plus achevé, plus accompli parle de l'espace, qui sont clairement intimement liés, mais ouais. C'est clair que pour la première scène, parler d'un sujet assez philosophique comme ça, alors que, je sais pas, la majorité des gens vont dire « Ah, mon prénom, c'est ça » ou... Oui. Toi, tu pars directement « Allez, le temps, philosophique ». Oui, mais c'était une erreur. Je suis revenue ensuite à la base, puis vraiment, quand j'ai commencé le stand-up, mes premiers cours de stand-up, je parlais beaucoup de moi, mais c'est ça, c'était parce que le cours était ainsi fait qu'on nous a appris à parler un peu plus de soi pour comme apprendre un peu les techniques de base, je crois. Après, j'ai plus fait dans le one-liner, là, dans vraiment les blagues qui tiennent en une ligne, un punch, puis ça parlait très peu de moi. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu un mélange de quelques blagues qui tiennent en une ligne, mais beaucoup de réflexions un peu plus approfondies qui ne sont pas du tout à propos de moi, mais qui restent, genre, je pense, somme toute personnelles, puisque mes blagues sont beaucoup des réflexions qui m'habitent, t'sais. Oui, c'est tes réflexions personnelles plus que parler de toi dans la vie de tous les jours, quoi. On dirait que je veux pas que mon œuvre, comme si j'étais une grande artiste, je veux pas que mon œuvre ne parle que de moi, tu sais. Après, c'est normal que ça soit personnel, ça sort de moi, ça parle de moi, mais c'est rare que je parle de ma vie personnelle, que je parle de ma famille, on dirait que c'est pas des sujets que je veux mettre de l'avant, sauf s'ils me permettent de faire un commentaire social sur quelque chose de plus grand que moi. Et quand t'es revenu à Montréal, donc t'as commencé à jouer en français, tout ça, est-ce que t'as pas eu l'idée d'aller à l'École nationale de l'humour ou ça te tentait pas? Non, on dirait que je me sentais déjà trop vieille, même si j'étais encore jeune, mais non, j'ai juste commencé à faire du stand-up dans les bars comme ça. Mais l'École de l'humour, ça m'a pas... j'avais considérer peut-être prendre les cours du soir, mais on dirait qu'investir 14 000 $ dans quelque chose d'aussi peu tangible que le stand-up, puis je remets pas du tout en question les gens qui vont à l'école de l'humour, ça peut, je veux dire, c'est une excellente base, puis une très bonne formation, puis comprendre les gens de vouloir être encadrés dans un cheminement aussi peu précis que qu'est-ce que c'est que l'humour, tu sais. Mais moi, en tout cas, à date, je suis autodidacte d'à peu près tout dans ma vie, là, fait que je suis pas allée à l'École nationale de l'humour parce que de toute façon, je savais même pas vraiment si c'était ça que je voulais faire, tu sais. Moi, c'était une curiosité. J'essayais quelque chose. Je suis allée faire du stand-up dans les bars, puis ça marchait bien. Puis après, je me suis inscrite à cette émission de télé qui s'appelait En route vers mon premier gala juste pour rire, encore par pure curiosité pour voir où ça allait me mener. Puis ça m'a mené jusqu'à gagner. Puis j'ai fait un gala juste pour rire. Puis à ce moment-là, j'étais comme, bon,
je vais pas faire l'école de l'humour. Comme t'as gagné l'émission, d'ailleurs que j'adore cette émission, mais encore une fois, je ne vois que les vidéos qui sont disponibles sur YouTube parce que je peux pas les voir. Et d'ailleurs, ça m'avait fait tellement rire de regarder je regardais en route vers mon premier gala et je me dis, mais c'est Virginie Fortin. J'ai dans mes amis Facebook depuis un tournoi d'impro trop fort. C'est drôle, mais oui, c'est vrai. Parce que mon Dieu, c'est ça, ça fait 11 ans, là, j'étais la jeune vingtaine quand je suis allée à Mons faire le tournoi d'impro où t'étais, puis en route vers mon premier gala, j'avais 26 ans quand j'ai gagné, fait que j'existais pas encore comme humoriste, je n'étais qu'une improvisatrice quand on s'est rencontrés. Comment tes proches, ta famille a réagi au fait que tu fasses du stand-up? C'était en mode ah, ça nous étonne pas, ou ah, ok, non, personne n'était étonné vraiment, je pense, mais ma famille, moi mon père est comédien aussi, là, j'ai grandi dans une famille très artistique, là, c'est beaucoup des musiciens, mon père est comédien, puis ça a été sa carrière. Tu sais, mon père, il fait des voix dans les Simpsons au Québec. Mon père a fait de la scène beaucoup. Il a joué au théâtre, il joue à la télévision. Il est dans le métier. Donc, personne n'était vraiment surpris que je suive cette voie-là parce que j'avais justement toujours fait de l'impro, toujours fait du théâtre, toujours suivi mon père un petit peu partout. J'ai beaucoup de sa génétique en moi, je crois. Donc, personne n'était surpris. Puis, ma famille a toujours été bien... ils m'ont toujours épaulée dans peu importe ce que j'avais envie de faire, tu sais, dans toutes mes curiosités, dans tous mes projets. J'ai eu la chance d'avoir une famille très compréhensive qui allait me soutenir peu importe ce que je choisissais de faire. Donc non, personne n'était surpris, ni même impressionné, je te dirais, là. Je fais du stand-up. OK. Ouais, exact. Virginie est en train d'essayer quelque chose d'autre, là. On va la laisser faire, puis on va voir si elle fonce dans le mur ou si elle se rend quelque part avec ça. Mais mes parents sont fiers, mais pas nécessairement impressionnés, tu sais. Mais plein d'admiration, mais pas... tu sais, c'est ça. Je pense qu'ils sont fiers, ils m'appuient, ils me soutiennent, mais ils sont jamais comme « Oh mon Dieu, wow! » Tu sais, on dirait que le showbiz, pour ma famille, là, le show business, c'est pas quelque chose de magique, tu sais. C'est pas quelque chose... Vu que c'est un sentier battu, là, déjà, pour eux autres. Ça serait marrant que ton père, donc Bernard Fortin, qu'on lui dise « Ah, mais vous êtes le père de Virginie Fortin ?» Que les rôles s'inversent. Ben, c'est drôle parce que les rôles sont inversés, je pense, dorénavant, là, parce que moi, quand j'étais petite... c'est ça, mon père, il était quand même connu au Québec, donc quand j'étais à l'école, au primaire, au secondaire, j'étais toujours la fille de Bernard Fortin, la fille de Bernard Fortin. Puis moi, je disais à mon père, un jour, tu vas être le père de Virginie Fortin. Puis là, je pense que pour une certaine génération, un peu plus jeune, eux autres, ils savent pas c'est qui Bernard Fortin, mais ils savent c'est qui Virginie Fortin, donc c'est réussi. Bernard Fortin est devenu le père de Virginie Fortin. Ah, pour moi, c'est clairement le père de Virginie Fortin, ça c'est clair. Yes! Yes! J'ai oublié de te poser la question tout à l'heure, mais quand t'étais petite, est-ce que tu regardais des humoristes ou pas du tout? Zéro. Moi, je suis pas une geek de stand-up. J'ai jamais suivi vraiment l'humour. C'était quand même quelque chose de très populaire au Québec. Là. Les humoristes ont toujours eu la cote, mais j'ai jamais grandi en me disant « Ah, lui, c'est mon humoriste préféré. » Tu sais, moi, j'avais vraiment des improvisateurs préférés puis des acteurs préférés, mais les humoristes, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé sur le tard dans ma vie. Même que j'avais un genre de dédain, je pense, pour les humoristes parce que je faisais de l'impro puis je trouvais que les improvisateurs, on était vraiment meilleurs que les humoristes parce qu'on était capable d'improviser. Puis après, là, je dis ça aujourd'hui, mais c'est le contraire que je pense maintenant. Là, j'ai vraiment de l'admiration pour les humoristes, même pour ceux dont j'aime pas tant le matériel parce que l'espèce de risque qu'on prend en montant sur scène puis la vulnérabilité à laquelle on s'expose de dire j'ai travaillé ces idées-là, je vous les partage ce soir, trouvez ça, tu sais, j'espère que vous allez trouver ça drôle. J'ai de l'admiration pour ça. Mais non, la culture du stand-up est arrivée vraiment tard dans ma vie. Puis même aujourd'hui, c'est mon métier. Mais j'en consomme pas tant parce que j'ai toujours peur de voler des idées sans m'en rendre compte. J'ai peur aussi, des fois, à trop regarder de stand-up. Des fois, à l'intérieur de moi, je suis comme « Ah, merde, il y a eu l'idée avant moi. Ah, merde, je voulais parler de ça dans mon prochain show. » Tu sais, on dirait que je veux pas trop voir les idées des autres pour être sûre de l'originalité de mes propres idées. Mais j'essaie d'en consommer juste assez pour savoir ce qui se fait, mais pas trop pour pas, sans m'en rendre compte, copier ce qui se fait. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir des humoristes et de me dire « Ah, j'aurais tellement aimé faire cette blague ou parler de ce sujet de cette façon-là. » Enfin, trouver l'angle qu'il a trouvé. Mais des fois, c'est inspirant, tu sais. Des fois, c'est super inspirant, par contre. Oui, mais justement, je te demandais, est-ce que toi, ça t'inspire de voir des gens vraiment talentueux ou au contraire, tu te dis « Ah, je ferais jamais aussi bien que ça. » C'est les deux. Ça me fait les deux. Moi, j'ai des humoristes que j'adore.
Daniel Kitson, qui est Stuart Lee, qui est mon préféré. Mais Stuart Lee, c'est quand j'ai découvert Stuart Lee, ça a changé ma vie. Là, lui, je suis devenue vraiment une geek de Stuart Lee. Puis lui, je l'avoue, il m'a beaucoup inspirée. Mais c'est ça, je suis quelque part dans ma tête quand je regarde Stuart Lee, où est-ce que je me dis, oh mon Dieu, je serais jamais capable de faire ça. Mais en même temps, ça m'inspire puis ça me motive à faire mieux, tu sais. Même chose quand je regarde Bridget Christie, qui est aussi d'Angleterre, puis qui est aussi la femme de Stuart Lee, mais je veux dire, elle est tellement... Mais je pense que maintenant, j'ai connu Bridget Christie grâce à Stuart Lee, mais j'aime tellement Bridget Christie que maintenant, pour moi, Stuart Lee est le mari de Bridget Christie, tu sais. C'est des gens qui m'inspirent à devenir meilleure. Puis oui, je les jalouse, mais une jalousie complètement saine, je pense, là, qui est une jalousie admirative, tu sais, qui est pas une jalousie d'envie toxique, là. C'est vraiment une jalousie d'admiration. Puis Daniel Kitson aussi, qui est un autre humoriste encore du UK, mais que lui, c'est un génie, là. Il écrit je sais pas combien de spectacles par année, puis ils sont tous aussi géniaux les uns que les autres. Mais lui, quand je le vois, je suis grandement inspirée. Il me donne envie de faire de grandes choses, mais en même temps, il me fait me dire pourquoi j'essaye de faire du stand-up. Il existe déjà, puis c'est déjà le meilleur. Ouais, mais j'ai la même chose que toi. Soit ça m'inspire, ça me donne envie d'écrire, soit je me dis, ah, c'est pas la peine, il y a tellement mieux que moi. Allez voir les autres. Mais je pense que le sentiment, en tout cas, je pense que le sentiment premier, c'est vraiment le sentiment d'inspiration. Moi, plus jeune, je pense, j'étais peut-être un peu plus impressionnée, puis un peu plus découragée par le talent pas découragée par le talent des autres, mais je me laissais facilement convaincre que ça servait à rien que j'essaye parce que les autres étaient meilleurs, tu sais. Mais en vieillissant maintenant, on dirait que cette espèce de jalousie-là puis de découragement-là devient vraiment une profonde admiration puis une inspiration. Puis j'essaie de me dire que je pars sur le même pied d'égalité puis que je suis capable. Tu sais, je veux pas regarder personne d'en dessous. On dirait que je veux les regarder dans les yeux, tu sais. Oui, tu veux pas les mettre sur un piédestal, quoi. Non, j'essaie de pas les mettre sur un piédestal, mais maintenant, l'admiration rime vraiment plus avec inspiration qu'avec, genre, jalousie, là, vraiment. Ça va t'arriver aussi, Régis, ça va t'arriver. Ben, j'espère, mais moi, j'ai les deux, comme toi. Des fois, il y a des humoristes qui m'inspirent énormément. Par exemple, Kian Kojandi, je le regarde, je l'écoute, j'ai envie d'écrire parce que je trouve qu'il a quelque chose de très positif qui te donne envie de faire comme lui, en fait. Et il y en a d'autres que je me dis, mais c'est tellement fort, c'est tellement bien écrit que, allez, qu'est-ce que je vais faire? C'est bon. Et allez le voir lui. J'ai même envie de dire, si à mon spectacle est le spectacle de Virginie Fortin, je vais dire, allez voir Virginie Fortin. Même moi, j'ai envie d'aller le voir, le spectacle. Ben là, merci. Ben sincèrement, je te remercie. Puis je vais même pas essayer de te convaincre du contraire parce que je viens tellement pas souvent en Belgique puis personne me connaît. Fait qu'envoie le plus de monde possible à mon spectacle. Ah, je vais les inviter à voir ton spectacle d'office. Allez voir le spectacle de Virginie Fortin. Allez voir tous les spectacles de Virginie Fortin. Allez voir ses vidéos. C'est génial. Mais là, c'est trop gentil. Mais t'inquiète pas, je te complimenterai encore un petit peu plus tard quand j'arriverai à ton spectacle. Super, je vais te complimenter. Je suis l'enfant du milieu, j'ai besoin de mon attention. L'émission En route vers mon premier gala, donc pour les Belges qui ne connaissent pas ou les Français, donc c'est une émission où tu viens présenter des numéros devant un public et devant un jury aussi qui est composé de professionnels. Est-ce que tu as vraiment eu des conseils qui t'ont vraiment été utiles de par cette émission? Ben en fait, cette émission-là, les conseils vraiment utiles venaient pas du panel de juges. Là. Les conseils vraiment utiles venaient encore une fois de mon ami Louis Courchaine, dont on a parlé plus tôt. Puis c'est beaucoup lui qui m'a aidé à écrire mes blagues pour En route vers mon premier gala juste pour rire, parce que ça faisait vraiment pas longtemps que je faisais du stand-up. Puis lui, c'était un auteur puis un ami, donc je lui avais demandé son aide, puis on avait beaucoup brainstormé ensemble pour les blagues, puis c'est un peu lui c'est lui finalement qui a été mon école de l'humour, parce qu'on s'est beaucoup assis ensemble dans les cafés à écrire, à savoir ce que je voulais dire vraiment. Et puis voilà, j'ai gagné beaucoup grâce à Louis, parce que c'est nos cerveaux ensemble que je pense qu'ils ont réussi à écrire les bonnes blagues qui m'ont fait gagner. Mais après ça, quand je regarde En route vers mon premier gala aujourd'hui, puis je veux dire, je le regarde pas, là. Je me lève pas tous les jours à regarder mes numéros d'En route. Mais il y a tellement de blagues là-dedans que je ferais plus aujourd'hui. Je trouve que à l'époque, j'essayais de faire des blagues un peu plus edgy, un peu plus de l'humour noir, tu sais. Et puis maintenant, on dirait que je trouve que c'était juvénile, puis c'était très vert, là, c'était très green, là, c'était très jeune,
c'était bon pour l'époque, mais aujourd'hui, il y a tellement de blagues problématiques, pas problématiques, mais que je n'assumerais plus aujourd'hui, parce que bon, ça fait 7 ans, puis j'ai évolué, non seulement comme humain, mais comme humoriste. Puis l'humour a évolué aussi. Mais je suis très fière d'avoir gagné En route vers mon premier gala juste pour rire. Mais si je m'assoyais avec quelqu'un pour regarder mes 3 numéros, là, je pense que j'aurais quelques excuses à formuler, là. D'accord. Mais c'est positif. Si tu regardes des émissions qui datent d'il y a 7 ans et que tu te dis « Ah, j'étais tellement bon, mieux que maintenant », là, c'est plus problématique, tu vois. C'est vrai qu'on souhaite évoluer et devenir meilleur, là, plutôt que le contraire. Mais j'adore, c'est que dans ton spectacle, tu as repris une joke que tu fais dans En route vers mon premier gala, dans un des numéros que tu avais fait, et tu l'as retravaillé dans ton spectacle, et j'avais adoré ça parce que du coup, j'avais vu l'ancienne vanne qui m'avait fait rire, et tu as réussi à exploser ça, à le rendre encore plus intéressant, plus drôle. Je trouvais ça très fort parce que du coup, comme je connaissais la blague de départ, j'ai vu une version améliorée d'une blague que j'aimais déjà. Tu vois ce que je veux dire? Mais merci, mais c'est drôle parce que c'est un peu l'exercice que je voulais faire pour montrer que c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire. C'est-à-dire on est un peu dans une époque où il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, on peut plus rien dire, tout le monde s'offense de tout. » Puis moi, je suis fondamentalement pas d'accord avec ça. Je pense pas qu'on peut plus rien dire. Je pense qu'il y a plus de gens qui peuvent dire plus de choses. Donc les gens desquels l'humour mainstream riait parce qu'ils étaient ostracisés puis ils n'avaient pas nécessairement de voix, ben maintenant ces gens-là, grâce à Internet qui contribue un peu à démocratiser la prise de parole, ben ces gens-là maintenant ils peuvent nous dire quand on dit quelque chose qui perpétue des stéréotypes, tu sais, on dirait que ces gens-là ils ont une voix. Puis là moi j'en ai marre là, d'entendre les gens qui sont comme on peut plus rien dire, on peut plus rire de rien, tu sais. Puis moi je voulais prouver que on pouvait encore dire les choses et on pouvait en fait mieux les dire au lieu de participer à continuer d'opprimer les gens qui sont déjà opprimés. Donc, cette blague-là dont tu parles, c'est la blague sur un SDF, la blague sur un sans-abri. Moi, la blague, à l'époque, elle riait d'un sans-abri. Puis moi, aujourd'hui, je n'ai plus envie de rire des gens qui ont moins de chance que moi. Tu sais, puis je le dis dans mon spectacle. Je pense que l'humour, ça sert pas à rire des gens qui sont moins chanceux dans la vie, là. Ça sert à rire des systèmes qui font que y a des inégalités, je pense. Je pense que c'est supposé être ça, l'humour, cette espèce de dernière ligne de défense contre les instances supérieures qui font que la vie est injuste à plusieurs égards. Fait que moi, cette blague-là, je voulais prouver qu'on peut encore traiter, on peut encore parler d'itinérance, de sans-abri, de SDF, peu importe comment vous le dites en Belgique, mais ça peut encore être le sujet d'une blague, mais ça peut être le sujet d'une blague qui rit du système qui fait qu'il y a un sans-abri plutôt que de rire du sans-abri lui-même, que je trouve qui est facile, tu sais. Ça va, là, on n'a plus besoin de faire ces blagues-là, fait que je suis contente que tu aies aimé la nouvelle version de la blague. Moi aussi, je la préfère. Mais je te dis, j'aimais bien la version de départ, mais comme tu dis, c'est un peu plus facile, c'est se moquer de quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on se moque de lui de départ. Ouais, exact. C'est juste comment tu prends la blague, mais maintenant tu en as fait quelque chose que on ne peut pas mal prendre, tu l'expliques. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que c'est nuancé. En fait, j'aime bien, moi, les humoristes qui arrivent à être nuancés, à dire un peu leurs réflexions. Et au final, on peut pas leur reprocher quelque chose, c'est juste leur façon de voir. Moi, je déteste les humoristes où, en général, quand on dit ah, « tous les hommes sont comme ça », et à chaque fois, je me dis « ben non ». Et donc, la blague, pour moi, est déjà terminée, en fait. C'est vraiment le truc, ah, vous savez, ou les sketchs de « vous savez, quand vous êtes en couple, machin », et à chaque fois, je me dis « mais pas du tout, je ne me reconnais absolument pas dans ce que tu viens de dire, donc Enfin, j'aime bien quand il y a de la nuance, et je trouve qu'il y a ça dans ton spectacle. Les blagues, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, tu sais, elles ont toutes déjà été faites de toute façon. Fait qu'en plus d'être réducteur et puis de généraliser, c'est du vieux matériel. On dirait que ça va, là, c'est déjà fait, là. Moi, des fois, tu sais, j'ai des positions plutôt féministes dans mon spectacle. Donc, c'est sûr que quand j'entends d'autres humoristes dire « Ah, les femmes font tel truc, les femmes font tel truc », il y a l'humoriste, il y a la féministe en moi qui trouve ça complètement réducteur, mais il y a aussi l'humoriste en moi qui trouve ça complètement trop facile, déjà vu, déjà fait 1000 fois, tu sais. Fait que je sais pas laquelle est plus choquée des fois. Je sais pas laquelle est le plus déçue, en fait, de voir ça. Est-ce que c'est la féministe ou est-ce que c'est l'humoriste, tu sais? À mon avis, c'est les deux qui sont déçus en même temps. Oui, c'est les deux. C'est les deux qui sont déçus en même temps. Après cette émission que tu gagnes, tu
vas faire une tournée qui s'appelle la tournée Mazza Fortin avec une autre humoriste. Mariana Mazza, ouais. Dans un two-woman show. Elle est venue d'où cette idée en fait de travailler ensemble? Parce que généralement, les humoristes ont tendance vraiment à être assez solitaires et à faire une tournée seule. Ouais, en fait, c'est parce que Mariana, elle était en finale d'En route vers mon premier gala juste pour rire. On était, les deux, on s'est rendus en finale d'En route vers mon premier gala, puis on s'était rencontrés justement un peu avant l'été, juste avant En route, on s'était rencontrés au festival Juste pour rire. Les deux, on faisait pas vraiment d'humour, mais on avait travaillé pour le festival. Puis on avait fait les auditions d'En route en même temps. On s'est suivis En route un peu parce que les deux, on est passé directement en quart de finale, en demi-finale, en finale. Et puis, elle avait un producteur et puis un agent qui ont eu l'idée de nous mettre en scène ensemble parce qu'on avait deux styles complètement différents. Tu sais, moi, j'ai toujours été un peu plus stoïque sur scène, un peu plus calme. Elle avait une énergie, une espèce de feu. Et puis, cette année-là, au ZooFest, qui est comme le festival petit frère du festival Juste pour rire, on a présenté 4 soirs complètement sold out Mazza Fortin. On faisait chacun une demi-heure, 35-40 minutes, là. Et puis, ce spectacle-là a été peaufiné pour partir ensuite en tournée, puis ça a été quand même un pas pire succès. Donc, c'était pas comme une idée qu'on a eue, plutôt que juste... ça s'est fait de façon complètement naturelle, tu sais. Ça devait être chouette parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais ça devait être chouette parce que vous avez vraiment deux styles différents, donc ça devait faire un spectacle assez varié, quoi. Oui, c'était super chouette, puis ça nous a aidés parce que les deux, on n'avait pas fait l'École nationale de l'humour non plus, puis ça a été comme notre première tournée, donc on a comme appris c'était quoi faire la tournée du Québec, faire la tournée des salles. Ça a vraiment été formateur, tu sais. Puis après ça, elle a fait sa carrière, puis moi aussi, tu sais. Ça a vraiment été genre une espèce de tremplin qui nous a permis chacune de toucher un peu à ce qu'on avait vraiment envie de faire par la suite, tu sais. Je pense que c'était bon, Mazza Fortin, mais c'était pas achevé non plus, tu sais. C'était pas moi, je trouve que mon spectacle en ce moment est vraiment plus fidèle à ce que je suis puis à ce que je veux dire que Mazza Fortin. Tu sais, c'était notre première expérience puis ça nous a permis de nous tremper un peu l'orteil dans la grande piscine du stand-up, là. Puis on a découvert chacun c'était quoi qu'on voulait faire puis c'était qui on était sur scène, vraiment. Donc ça t'a permis de trouver un peu ton style et qui tu voulais être sur scène, quoi. Ouais, exact, parce que j'ai commencé l'humour avec un personnage de scène qui est encore mon personnage de scène, mais qui a évolué. Tu sais, j'avais quand même pas beaucoup d'expérience quand j'ai fait En route vers mon premier gala Juste pour rire, puis ça prend des années quand même aiguiser ce qu'on veut dire, puis je le comprenais pas nécessairement à l'époque parce que moi je pensais que j'avais trouvé ma voix, tu sais, le one-liner un peu stoïque, pince sans rire. Mais maintenant, on dirait qu'avec l'expérience puis avec la confiance que j'ai acquise, je me permets de plus longues envolées, de plus longues réflexions sur scène sans que le rire soit comme un peu une mitraillette. Tu sais, avant, c'était vraiment blague, 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 blague. Maintenant, j'ai tellement confiance en mes outils puis en mes capacités que je ne suis pas stressée d'avoir un rire à chaque 20 secondes. Tu sais, je me permets de me promener dans des plus lentes réflexions parce que je sais qu'au bout de cette réflexion-là, on va avoir accès à comme l'hilarité. J'espère. L'hilarité, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, c'est ça. La première tournée nous a vraiment chacune servi, je pense, à aiguiser nos outils. Mais moi, c'est d'ailleurs, comme tu en parles, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans le spectacle et dans ton style, c'est que tu prends le temps de poser les choses. C'est pas lent, mais tu poses une ambiance, une atmosphère, tu prends ton temps. C'est un truc que tu retrouves un peu chez Stuart Lee, d'ailleurs, je trouve. Merci. Mais je trouve, c'est parce que en fait moi je connaissais pas Stuart Lee et j'ai écouté les podcasts avec toi et oui, et puis j'en parle à tous les podcasts sans exception. Donc je comprends. Et du coup j'ai été écouté et je me suis dit hey, c'est marrant, je retrouve un peu ce que j'ai vu dans ton spectacle, le fait de poser les choses parce il a pas un débit super rapide, il vient poser les informations. Et c'est super drôle, mais ça prend son temps, c'est relax et ça change du blague où tu oublies ce qui s'est passé limite parce que t'as juste ri et tu poses vraiment une ambiance, une atmosphère. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Mais merci infiniment, premièrement, et ensuite, c'est le privilège qu'on a quand on fait un spectacle d'1h30 parce que, tu sais, parfois, les humoristes, on a juste des genres de showcase, là, tu sais, on a un 5, un 7, un 10 minutes dans des bars, puis à ce moment-là, je trouve qu'on a moins le temps de se poser, tu sais, il faut qu'on soit efficace rapidement. Puis c'est un style qui me plaît aussi, c'est-à-dire que je sais très bien que je suis capable, quand j'ai besoin d'aller me vendre, là, faire un numéro de 10 minutes devant des gens, puis les convaincre de venir voir mon spectacle ou de venir voir ce que je fais, je
je suis très capable. Mais après ça, moi, ce que j'aime profondément réellement, puis c'est le luxe qu'on a quand on fait une tournée puis qu'on a un spectacle d'1 heure et demie, c'est de pouvoir vraiment installer le rythme qu'on veut puis être juste ce qu'on veut réellement présenter. Tu sais, parfois dans des soirées d'humour, quand il y a 5 autres humoristes, c'est difficile de vraiment présenter la carte de visite qui est exactement ce que tu veux faire, tu sais. Alors que dans un spectacle d'1 heure et demie, on a le temps d'amener les gens dans plusieurs zones, d'installer quelque chose. C'est vraiment nous, c'est notre saveur, c'est notre couleur, c'est ce qu'on a envie de dire, tu sais. Ouais. Puis je dis pas que je suis pas capable de dire, excuse, que t'allais. Non, j'ai juste dit oui. J'essaie de trouver l'équilibre entre pouvoir faire des numéros dans des soirées d'humour qui durent genre 10-12 minutes sans travestir ce que je veux vraiment faire, mais en même temps, je sais que ça me prend une efficacité un peu plus... tu sais, ça me prend plus... Il faut être plus efficace en 12 minutes parce qu'on a justement pas le temps d'installer ces zones-là puis cette espèce de large palette de couleurs, tu sais, qu'on peut présenter dans un long spectacle. Puis des fois, c'est difficile parce que les soirées dans les bars, les soirées avec plusieurs autres humoristes, ils servent à bâtir ton spectacle, tu sais. Fait que moi, ça m'est arrivé souvent de présenter des numéros sortis du spectacle, mais qui marchent vraiment pas aussi bien quand ils sont isolés tout seuls dans une soirée avec d'autres humoristes que quand j'ai la chance de les faire dans mon long spectacle, tu sais. Donc tu préfères, toi, jouer en plus longue durée, genre jouer ton spectacle complet plutôt que de venir faire un passage de 10 minutes? C'est sûr que je préfère installer mon spectacle au complet, mais en même temps, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le défi, le petit casse-tête que c'est que de présenter un 10 minutes. J'aime bien aller encore faire des petits showcases dans des endroits où on me connaît pas. C'est-à-dire qu'au Québec, ça va, là, souvent, quand on est un peu connu, il y a genre des attentes, puis ces attentes-là, soit elles aident, soit elles nuisent. C'est-à-dire que les gens, ils te connaissent d'emblée, donc ils savent déjà qu'ils vont aimer ça, ou ils te connaissent d'emblée, puis ils te mettent sur un piédestal, puis ils ont des attentes, puis si tu les remplis pas, ils sont déçus. Mais moi, j'aime bien, quand je viens justement en Belgique, en Suisse, en France, souvent les gens, ils me connaissent pas, puis moi, je les connais, mes outils, tu sais, puis j'aime bien pouvoir surprendre dans un showcase de 10 minutes. Tu sais, je triche un peu, je les ai, les blagues sur lesquelles retomber pour aller chercher le rire. Puis être capable, d'une part, aller chercher le rire, mais une part aussi installer un peu ce que je veux réellement dire. C'est un casse-tête quand même cool à réaliser, de faire, OK, je veux quand même que les gens sachent qu'est-ce que je fais, mais je veux quand même les convaincre de venir me voir. Fait que je peux pas juste isoler un 12 minutes tout seul de mon spectacle, les gens vont pas y comprendre. Mais je peux sortir un 10 minutes de mon spectacle puis le ponctuer de 2 autres minutes de blagues qui sont vraiment genre des sure shots, là, comme on dit. Genre que ça va rire à tout coup. Fait que j'aime les deux, tu sais. J'aime le défi que représentent les deux. Le spectacle au complet, mais le petit numéro aussi sur scène. J'aime les deux. Tant mieux, parce que tu vas devoir faire les deux. Oui! Mais c'est sûr que si tu me demandes, comme qu'est-ce que tu préfères faire le restant de ta vie, ça va être mon spectacle solo, là. J'aime bien le petit défi puis le petit vertige que c'est que d'aller présenter un nouveau 10-12 minutes dans une soirée d'humour. Ça, quand tu testes une nouvelle blague et qu'elle fonctionne, c'est juste oh parfait. Wow, ouais. C'est parfait, mais-en. C'est une double dose de drogue, quoi. Ouais, vraiment. Ouais, ça, c'est le meilleur des deux mondes. Après la tournée, t'as aussi fait la saison 2 de l'émission Les 5 prochains. Enfin, j'ai vu ça en faisant des recherches parce qu'encore une fois, on ne peut pas la regarder depuis la Belgique. Arrêtez avec ça. Je suis frustré parce que en plus, je vois la bande-annonce, je vois Catherine Levac, Phil Roy, Pierre-Bruno Rivard, Fred Dubé, Virginie Fortin. Mais tu peux pas le regarder en Belgique. Désolée. Mais il va vraiment falloir que tu ailles te chercher un VPN, là, parce que, ou juste download Hola, là, H-O-L-A, là, tu peux faire semblant que t'es au Canada sur tous les sites Internet. Ça marche. Et moi qui envisageais d'aller déménager simplement au Canada, maintenant... Oh, ça va te coûter moins cher de downloader une application. Ah, j'avais une bonne excuse, zut. Ben non, mais tu peux faire les deux aussi, là, tu peux faire les deux. Mais oui, les 5 prochains, ça, c'était cool aussi. Et c'était chouette d'être en tournée, du coup, avec d'autres humoristes? Ouais, vraiment. Encore une fois, puis ça, ce spectacle-là, c'est ça, on avait chacun 15 minutes, puis Phil Roy puis Kat Levac, je travaillais avec eux sur SNL Québec, justement. Donc, puis tu sais, ça a été une petite tournée, mais c'était vraiment juste, c'était super cool de pouvoir faire cette émission-là
qui était une espèce de série documentaire sur les humoristes de la relève. Non, j'ai été vraiment chanceuse. J'avais quasiment oublié que j'avais fait ça. Mais non, mais c'est parce que c'est arrivé dans un moment de ma vie où il y avait les projets déboulaient, puis j'étais très choyée. Mais oui, les 5 prochains, c'est une espèce de belle petite fenêtre, c'était une belle visibilité pour nous. Puis c'est le fun. On a fait genre 12 shows en tournée avec les 4 autres humoristes. Puis c'est sûr que bon, c'était un peu documentaire, télé-réalité là. Des fois, il y a eu des petits moments où on me filmait là, puis j'étais comme bon, pourquoi faut qu'on me filme aujourd'hui? J'ai d'autres choses à faire, je suis fatiguée là. Tu sais, c'est très bizarre de faire comme si c'était la vraie vie, mais alors que c'est clairement pas la vraie vie. Là, on s'est donné rendez-vous, vous êtes chez nous, puis on m'a dit ok là, tu vas te brosser les cheveux en te regardant dans le miroir, puis tu vas nous parler de qu'est-ce que tu fais ce soir. Tu sais, fait que j'ai un petit peu goûté au-dessous de la télé-réalité qui est un peu plus télé que réalité. Oui, c'est ça. Mais c'est ça devait être une chouette expérience parce que les 4 sont super bons. Enfin, moi, j'adore Catherine Levac et mais moi aussi. Ah non, c'était super. On était très chanceux, puis c'est ça. C'était drôle parce qu'on était la même petite gang de SNL Québec, puis de En route vers mon premier gala juste pour rire. Fait que c'était le fun de les retrouver là. Et ben d'ailleurs, j'allais en parler. Donc, tu intègres le SNL Québec. Est-ce que c'était une pression supplémentaire que la scène ou c'était juste une pression différente? SNL Québec, c'était une pression différente. Ça ressemble plus à l'impro comme pression, je trouvais. À part l'audition qui était une pression supplémentaire, là, l'audition pour SNL Québec, c'était rien. C'était vous avez 10 minutes, présentez-nous des personnages, puis tu sais, fallait vraiment qu'on monte notre audition tout seul. D'habitude, il y a une espèce des textes, des trucs, mais là, c'était vraiment faites vos personnages clés, impressionnez-nous, en gros. Fait que l'audition, c'était de la grosse pression. Mais après ça, on retrouvait un peu le sentiment d'équipe, tu sais, on est plusieurs comédiens, puis on est live en plus, là, être en direct, je sais pas chez vous, mais chez nous, le direct à la télé, ça existe de moins en moins, le sketch surtout, là, de faire, tu sais, l'espèce de vertige, de voir la régisseur qui fait 3, 2, 1, puis quand c'est là, c'est live, c'est en direct pour vrai, là, tu sais, on n'a pas droit à l'erreur, puis en fait, on a droit à l'erreur parce que le décrochage, justement, c'est payant, mais on veut être professionnel. Puis il y a des quick change, là, des fois, on a 32 secondes entre les sketchs, puis là, faut courir en arrière du décor, tu sais, c'était une pression différente de la scène, c'était vraiment un trip, là, tu sais, c'était vraiment une espèce c'était galvanisant, là, je te dirais, là, de faire SNL Québec, puis on était vraiment fiers de faire ça parce que c'était la première fois que, tu sais, c'était la première fois que les droits de Saturday Night Live étaient achetés au Québec, puis même que les gens de la production de New York sont venus voir, puis ils ont approuvé, tu sais, ils ont trouvé que c'était très bon, puis que c'était bien réalisé, puis que c'était une des bonnes versions de SNL sur la planète Terre. Alors on était vraiment contents. C'est dommage, ça coûtait très cher à produire, je crois, puis les codes d'écoute étaient pas nécessairement au rendez-vous, puis c'est une équation dangereuse en télévision là, quand ça coûte cher, puis il y a pas beaucoup de gens qui regardent, ça dure jamais longtemps. Ah, c'est dommage parce que moi j'ai adoré les quelques vidéos qui sont disponibles sur YouTube encore une fois. Ah mais non, c'était vraiment 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 le fun à faire, puis j'en reviens pas que ça fait déjà comme 5-6 ans là, tu sais, ça a passé vite vraiment. Et t'as partagé la scène avec vraiment des grandes stars de l'humour comme Stéphane Rousseau ou Louis-José Hood. Est-ce que c'était stressant pour toi ou finalement comme tu l'as dit, tu n'es pas super fan d'humour, c'était des gens un peu comme tout le monde? Ben, en fait, je pense que le contexte de SNL faisait que les vedettes invitées étaient plus stressées. Tu sais, c'est eux qui portent le spectacle un peu sur leurs épaules parce que c'est eux je veux dire, moi, j'ai jamais non plus, peut-être que des formations familiales, que mon père était comédien. J'ai jamais été super impressionnée non plus par les gens connus. Pas super impressionnée, mais pas quelque chose qui me dérange. J'étais pas comme, oh mon Dieu, je vais rencontrer Stéphane Rousseau. Oh mon Dieu, je vais rencontrer Louis-José Hood, tu sais. Puis surtout que eux arrivaient aussi super vulnérables parce qu'ils prêtent leur face, ils prêtent leur visage, leur nom à l'émission, puis c'est leur SNL. Puis nous, on sert à les mettre en valeur, tu sais. Les rôles étaient presque inversés, je pense. C'est-à-dire que eux, ils doivent s'appuyer sur nous, tu sais, parce que nous, on est comme l'équipe maison, puis on est ceux qui sont, je sais pas, là, on sert, nous, à les mettre en valeur. Fait que c'était vraiment plutôt, c'était vraiment juste cool de pouvoir accueillir ces gens-là dans notre projet. Je me suis jamais sentie intimidée ou quoi que ce soit. Ça a vraiment été dans le plaisir, puis dans tout, tu sais, on se pitchait tous, on se lançait tous dans le vide, là.
Puis même que eux, c'est ça, eux arrivaient avec un stress supplémentaire d'être le visage et le titre de l'épisode, là, tu sais. Oui, mais clairement, c'est eux qui... Allez, on prend des têtes d'affiche pour attirer le public, donc la pression est sur eux, clairement. Exact. Mais le rendu était bien, parce que Stéphane Rousseau me fait tellement rire. Merci. Ah ouais, mais Stéphane Rousseau était super, vraiment, c'était... Ben, tout le monde, en fait, tous les Louis-José animateurs Houd ont aussi. été... Louis-José Houd aussi. Non, tout le monde, je pense que tout le monde s'est vraiment prêté au jeu, était disponible. Tout le monde s'est lancé, là, puis ça, non, c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun à faire. T'as fait de la télé, t'as fait de la radio. Est-ce que s'il y avait des choses à refaire, tu ferais autrement? J'essaie de pas vivre comme ça, là, me dire « Oh mon Dieu, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Tu sais, en ce moment, je suis très contente d'où je suis rendue, puis je me dis que c'est la somme des expériences que j'ai faites. Je te dirais qu'il y a quelques chroniques à la télé que j'ai fait que j'aurais pu ne pas faire. Tu sais, il y a quelques projets que j'ai fait que j'aurais pu ne pas faire. Mais quand on commence, on dirait qu'on dit oui à beaucoup de choses. Puis moi, maintenant, je suis mon instinct plus. Tu sais, il y a des trucs quand j'étais plus jeune puis j'ai commencé que c'était contre-instinctif de les faire, mais mon entourage, mon gérant me conseillait de les faire parce que c'était bon pour ma carrière. Puis aujourd'hui, je suis contente d'avoir franchi un peu l'espèce de barre où est-ce que là, j'ai le loisir, en tout cas, de pouvoir choisir mes projets, tu sais, de pas être obligée de les faire. Fait que toutes les choses que j'ai faites, c'est sûr qu'il y en a que j'aurais pas faites. Mais elles m'ont permis de me rendre où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire avoir le droit de refus de plusieurs projets. Et j'ai vu aussi qu'avec avec Adib Al-Khalidé, avec Guillaume Wagner et avec le groupe Sexe Illégal, vous avez fait votre propre festival, le Dr Mobilo Aquafest. Oui, on s'est parti à un festival d'humour un peu alternatif parce qu'on en avait un peu notre claque, là, que genre Juste pour rire, puis les grands producteurs de ce monde monopolisent un peu l'humour, puis qu'ils soient un peu les seuls détenteurs de la recette, c'est-à-dire tu fais un gala, tu fais un numéro de 7 minutes, faut que tu sois drôle en 7 minutes, puis on met des auteurs là-dessus pour repuncher tes numéros, tu sais, puis on sentait qu'on perdait peut-être un peu l'unicité de ce que certains humoristes avaient à présenter, puis ça contribuait un peu à homogénéiser l'humour, tu sais, alors que l'humour, c'est pas un bloc monolithique d'une affaire, là, tu sais, l'humour, il y a plein de déclinaisons, puis il y a plein de styles, puis il y a certains styles qui étaient rejetés du revers de la main sous prétexte que c'est pas drôle, alors que c'est pas que c'est pas drôle, c'est juste que c'est pas drôle selon vos standards de drôle, tu sais, puis nous, on trouvait important de redonner une voix à ces artistes-là, puis aussi d'un peu briser cette espèce de système où est-ce que les producteurs font plus d'argent que les artistes, tu sais. Fait que le Dr Mobilo Aquafest, c'est un festival sous la forme d'une coop, là, c'est-à-dire que les profits sont redistribués également à tout le monde qui participe au festival. Nous, on se prend juste une part pour survivre, tu sais, puis pour réinvestir dans les productions d'après, dans les autres festivals, exactement. Et puis, il y a personne qui est plus payé que personne d'autre. Et puis, l'artiste est la personne qui fait le plus d'argent sur son billet vendu, tu sais. C'était vraiment important pour nous de redonner le pouvoir aux artistes et puis de redonner aussi une liberté totale de création. C'est-à-dire que nous, on se mêle pas du tout du contenu, puis il y a pas personne qui dit ça c'est pas drôle, ça c'est pas drôle, ça c'est pas drôle, mais on essaye somme toute quand même de booker des artistes qui n'ont pas des discours qui vont un peu à l'encontre du progressisme qu'on essaye de mettre de l'avant, là. C'est-à-dire, c'est sûr que si t'as des blagues racistes, des blagues homophobes, des blagues sexistes, tu seras pas programmé au Mobilo, tu sais. Mais outre mesure, tu peux dire à peu près tout ce que tu veux. Bon, bah, s'il y a des racistes et des homophobes qui écoutent, désolé. Le Mobilo, c'est pas pour vous. Non, c'est pas pour vous. Ah, parce que ça, je ne sais pas si j'en ai dans le public, mais si j'en ai, vous pouvez couper le podcast. Alors, s'il y a des producteurs de renom, c'est sûr que t'as une coupe de sexistes là-dedans. Il y en a peut-être. En 2017, tu as présenté une nouvelle heure de matériel à ce festival. Qu'est-ce qui avait changé par rapport au spectacle précédent? Ben, je pense que le spectacle précédent, c'était Mazza Fortin, j'ai présenté deux nouvelles heures au Mobilo à chaque année. Mais là, je devais en présenter une nouvelle aussi cette année, mais le festival a été annulé malheureusement. Mais ouais, les deux, en fait, c'est que le Mobilo m'a offert le terrain de jeu dont j'avais besoin pour expérimenter puis découvrir ce que j'avais vraiment
envie de faire, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment le festival qui m'a permis de sortir un peu du carcan, de faire des one-liners, puis des blagues, une ligne, un punch, une ligne, un punch, une ligne, un punch, puis d'expérimenter, puis je sentais que j'avais comme droit à l'erreur, tu sais. Les deux nouvelles heures que j'ai présentées au Mobilo, ça a été la base du spectacle du bruit dans le cosmos que t'as vu au Kings of Comedy l'année passée. Et d'ailleurs, t'as été aussi joué au festival Fringe à Édimbourg, que tu as fait 3 fois, il me semble. Ouais, j'étais allée présenter des shows 3 ans de suite au festival à Édimbourg, encore une fois dans un désir d'être terrifiée, là, tu sais. J'étais allée voir Stuart Lee, mon humoriste préféré, une année à Édimbourg, puis j'ai eu envie d'y participer au festival. J'avais des amis humoristes anglophones qui y participaient, puis je me suis dit, si eux, ils participent, moi, je peux participer, forcément. Fait que je me suis inscrite, j'ai inscrit mon show, puis 3 ans de suite, je suis allée. Mais tu sais, le Fringe, c'est un peu le bordel, là. C'est-à-dire que il y a 900 shows par jour, puis tout le monde place des flyers dans la rue, là, des tracts pour inviter à ton spectacle. Fait que des fois, t'as 2 personnes dans la salle, puis des fois, t'as 10 personnes dans la salle, puis des fois, t'as 32 personnes dans la salle. Mais ça a été vraiment formateur comme expérience. Ça m'a permis d'aller voir vraiment plein de bons spectacles, puis d'apprendre à jouer mes shows devant 2 personnes, puis assumer quand même que c'est un spectacle. Ok. Est-ce que c'est un festival que tu recommandes aux autres humoristes de faire ou il faut vraiment être bien préparé pour faire ce genre de choses? Moi, je recommande à tout le monde d'y aller, du moins. D'y aller pour vivre l'atmosphère, d'y aller pour voir des spectacles. Puis après, vous verrez par vous-même si vous avez envie de le faire. Mais le faire, c'est psychologiquement demandant. Mais en même temps, c'est comme n'importe quelle expérience psychologiquement demandante, tu te sens grandi après, là, tu sais, tu te sens vraiment, tu te sens meilleur. Dans toutes les scènes que tu as faites de ta vie, en humour, c'est quoi ta meilleure scène que tu aies faite? C'est vraiment c'est la scène où tu t'es dit, c'est incroyable. Ben, je pense vraiment que les meilleurs moments que j'ai connus en humour, c'est au Mobilo, le festival qu'on a créé. Puis là, c'est facile à dire parce que j'étais chez nous, j'étais dans le confort de mon festival, mais je dois dire qu'on a réussi, on dirait, à rassembler un public qui avait envie de quelque chose de nouveau, puis qui avait envie de sortir des sentiers battus, un peu de l'humour plus mainstream, tu sais. Puis je dois dire que mes meilleurs spectacles, puis mes meilleurs moments, puis mes moments de plus grande fierté, puis ça a vraiment été le Mobilo. Mais du coup, je te demandais ta meilleure, je te demandais ta pire scène. Ma pire scène, je pense que j'ai pas une pire scène, mais je pourrais te dire que je ne fais plus aucun spectacle corporatif. Genre, les corpos, là, d'aller faire des spectacles de Noël, là, des fois, ils engagent des humoristes pour animer les shows de Noël ou quoi que ce soit, des entreprises, puis j'ai jamais de plaisir, là, parce qu'on dirait que je peux pas faire... C'est vraiment pas comme mon art, là, qui est mis de l'avant, là. C'est moi qui est au service des ressources humaines, là, tu sais, je veux dire, je trouve toujours ça difficile d'aller faire rire en corpo, tu sais. Puis souvent, c'est dommage parce que c'est des gros chèques, là. C'est vraiment des bons montants, là, les humoristes qui font du corporatif. Mais moi, je me suis souvent pété la gueule en corpo parce que, justement, j'arrive pas à trouver l'espèce de ligne où est-ce que je fais qu'est-ce que je veux faire puis je fais ce qu'ils veulent entendre, tu sais. On dirait que c'est toujours l'enfer, les corporatifs. Je refuse d'emblée maintenant les corpos. Quand tu manques de liberté, c'est vrai que c'est moins chouette, mais il y a des styles qui fonctionnent mieux aussi pour ce genre de choses. Ah oui, mais moi, j'ai admiration totale pour les gens qui sont capables de se fondre dans tous ces spectacles-là, qui sont capables d'être confortables en animation, puis qui sont capables... J'ai admiration totale. Je pense que je pourrais être capable, mais j'en suis aussi incapable parce que je refuse, on dirait, de juste... faire bonsoir tout le monde, blague, le patron, ha ha ha, puis tu sais, j'aime pas ça, faire ça. Mais ouais, c'est mes scènes les moins agréables. Je comprends tellement. Moi, je me dis déjà, monter sur scène devant un public qui est là pour t'écouter, qui a payé, c'est déjà pas facile. Alors, dans une corpo, devant des gens qui n'ont pas spécialement attendu. Ouais, quand t'es la surprise avant le dessert, après le concours, là, je veux dire, le monde s'en fout un peu de ce que t'as à dire, tu sais. Moi, j'adore l'humour, mais avant le dessert, moi, je pense au dessert. Après, t'as joué dans la série, donc on a mentionné tout à l'heure, qui s'appelle Trop, où tu joues un personnage bipolaire. Comment c'était de jouer dans cette série? Parce que j'ai vu juste les bandes annonces, encore une fois. C'est toujours le même problème. Ah, mais attends, tu peux je sais pas, là, mais tu peux l'écouter sur France TV, hein, sur...
Mais pareil, c'est la France aussi, donc ils mettent le même message. Et ils mettent le truc en France? Oui, en France, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas regarder depuis la Belgique. Ou alors c'est juste pour la Belgique, hein, ou alors c'est juste moi qui suis très mauvais en informatique, ce qui est possible aussi. Mais je vais essayer ta solution pour aller voir. Mais donc c'était chouette de faire quelque chose qui est très loin de ce que tu as l'habitude de faire du coup. Ouais, ça a vraiment été une expérience formidable de jouer dans Trou parce que c'est arrivé à un moment où j'avais un peu laissé de côté le rêve d'être comédienne, tu sais, puis on m'a conviée à cette audition-là pour jouer le rôle d'une jeune femme dans la vingtaine qui est diagnostiquée avec un trouble bipolaire, puis moi, j'étais très contente qu'on me convie à l'audition, mais en même temps, j'étais apeurée parce que je me trouvais un peu imposteur. Là, dans ma tête, j'étais humoriste. C'est tout ce que je faisais, tu sais. Je faisais de l'humour, mais je suis allée à l'audition, puis ça avait bien été. Puis la deuxième audition, super bien été. Puis j'ai eu le rôle, puis comme de fait, mon Dieu, ça a réouvert la porte vers le rêve de devenir comédienne, tu sais. Puis là, maintenant, c'est sûr que j'en veux d'autres des projets comme celui-là dans ma vie, vraiment. On refait un appel aux producteurs influents. Donc Oui, les producteurs qui écoutent, là, je veux jouer dans des projets de même. Et donc, tu as écrit ton nouveau spectacle qui s'appelle, comme on l'a dit tout à l'heure, Du bruit dans le cosmos, que j'ai eu la chance de voir quand tu es venu à Bruxelles et que je le répète encore une fois, que j'ai trouvé excellent. Allez voir ce spectacle tant que c'est encore possible de le faire. Je sais pas si tu vas encore le jouer beaucoup. Ben, je devais revenir au mois de novembre en Belgique, justement, le jouer une dernière fois, mais là, avec la pandémie puis tout ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce projet. Mais il me restait 15 dates à l'horaire ici au Québec. Les dates ont été annulées, reportées, mais reportées à quand, je sais pas. Tout est stand-by en ce moment. Mais Du bruit dans le cosmos, la tournée terminait là, puis j'étais déjà à écrire le prochain spectacle, mais plein de numéros que j'ai écrits pour le prochain spectacle qui sont à revoir justement dans le contexte de coronavirus. Mais donc, si vous avez l'occasion d'aller voir ce spectacle, il est vraiment excellent. Moi, j'étais au premier rang, donc je peux pas faire comme si j'ai pas aimé parce que j'étais en mode je pleure de rire au premier rang, ce qui est assez sympa quand tu joues sur scène et que tu le vois. Oui, merci d'ailleurs. Tu as été d'une grande aide assis en avant. Mais toi, t'étais là le deuxième soir. Le deuxième soir, ouais. Ah ouais, parce que le premier soir, ça a bien été, mais c'était un peu plus difficile. Mais le deuxième soir au Kings of Comedy, ça a vraiment été comme un charme, là. Alors, merci infiniment. Je pense que tout ça part sans doute de toi, assis au premier rang, dont le rire émanait dans toute la pièce. Je suis très bon public, je ris très fort et quand je ris, ça s'entend, donc il faut m'avoir pour les spectacles. Ouais, ben vraiment, c'est d'une grande aide de t'avoir assis en avant, ça insuffle du courage, de la confiance. Ben j'invite tous les humoristes à m'envoyer des tickets pour leur première, je viens avec plaisir. Et ce spectacle est vraiment génial, donc si vous avez l'occasion de le voir, allez le voir. Je suis sûr que le prochain va être très bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi tu vas parler dans ce spectacle? Ou c'est suspense? Ben tu sais, c'est encore embryonnaire, mais je pense, ben après ça c'est pas vraiment un punch là, mais j'ai le titre, je vais pas le dire tout de suite, j'ai l'image même de l'affiche en tête, j'ai vraiment le déroulement du spectacle. J'avais déjà quelques numéros, mais comme je te dis, tout est à revoir. Mais je pense que tu sais, Du bruit dans le cosmos, c'était un spectacle qui parlait beaucoup de la vie, tu sais, de l'univers cosmos, justement. C'était un spectacle un peu plus socialement engagé, peut-être. Puis là, le deuxième spectacle, je pense qu'il sera un peu plus psychologique, un peu plus psychopop, un peu plus sur les émotions que sur les rouages de la société, je pense. Ce qui sera un spectacle plus sur les émotions. C'est ça, c'est tout ce que je suis capable de dire. Je sais pas à quel point c'est vendeur, mais... mais moi je suis accroché, je veux savoir. J'ai pas eu une exclue de ouf, mais on sait un petit peu que ça parlera de psychologie, donc Ben, c'est pas de psychologie, mais des sentiments, d'émotions... Ouais, exact. Au niveau de l'écriture de ton spectacle, des sketchs que tu joues en rodage, tout ça, comment est-ce que tu écris? Est-ce que tu écris vraiment au mot à mot ou tu te mets des idées et tu vas les jouer sur scène et tu verras ce qui va sortir? Non, moi j'écris vraiment mot à mot. Avant, j'écrivais mot à mot, puis c'était d'une précision. Les mots étaient très importants. Aujourd'hui, j'écris mot à mot, puis mais quand je vais le faire la deuxième fois, c'est sûr que je suis pas directement sur les mots que j'ai écrits, mais au fur et à mesure que je les fais, les mots se précisent, puis mais ouais, j'écris vraiment mot à mot. J'ai pas vraiment par contre de rigueur d'écriture, là, c'est-à-dire que souvent j'ai des idées qui me passent par la tête, puis je les prends en note dans mon cellulaire, puis le temps venu, je m'assois,
Tu sais, j'écris, je développe les idées que j'ai eues comme ça, tu sais, genre spontanément dans ma vie. Je m'assois rarement en me disant, ça y est, ce matin, je vais écrire en n'ayant aucun point de départ. Là. Tu sais, souvent, ce sont des notes que j'ai déjà prises dans mon cellulaire, puis je me book 1, 2, 3, 4 spectacles pour aller tester, puis là, la rigueur s'installe, puis là, je me force à aller dans des cafés écrire, tu sais. Ben, ça me rassure beaucoup parce que moi aussi, j'écris au mot à mot, et maintenant, si quelqu'un me fait une remarque pour me dire que c'est pas la bonne façon, je dirais, mais c'est la façon de Virginie Fortin. Non, quand vient le temps de créer, là, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon. C'est chacun la façon dans laquelle il est confortable, je pense. Est-ce que maintenant que les affaires vont bien pour toi en humour, est-ce que t'as des jeunes humoristes qui viennent te voir pour te demander conseil ou t'as pas trop ce genre de choses? Ben non, pas vraiment. Je pense pas. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont peur de moi. Je veux dire, parfois, quelques-uns. Après ça, c'est pas nécessairement des jeunes humoristes. Tu sais, souvent, c'est les amis autour, les amis humoristes, les gens que j'admire puis les gens que j'aime. Souvent, c'est mutuel, cette admiration-là puis cet amour-là. Donc, on se permet de se demander entre nous des conseils, de se poser des questions. Mais oui, parfois, je reçois des messages de jeunes humoristes, mais rarement, on vient me voir directement pour des conseils. Je sais pas. Peut-être les gens ont peur de me déranger. Peut-être, mais après, ouais, c'est intimidant aussi. Mais ça peut. Mais si tu avais un conseil à donner en humour en général, qui serait pour toi le conseil le plus important, ça serait quoi? Ben tu sais, moi personnellement, j'accepte difficilement les conseils là, des autres quand je les ai pas demandés. Là. Moi, genre, c'est surtout ça. Là, c'est que, en fait, mon seul conseil, ça serait vraiment de suivre ton instinct. Tu sais, je pense que c'est rassurant pour quelqu'un de demander des conseils. C'est rassurant pour quelqu'un de se faire un peu aiguiller. Mais moi, mon conseil à moi, sincèrement, écoute la petite voix à l'intérieur de toi. C'est toujours elle qui a raison, j'ai l'impression. Écoute ton instinct. Moi, au fur et à mesure que les années avancent puis que je gagne de l'expérience, je réalise que c'est toujours mon instinct qui a raison. Il y a personne d'autre que moi qui sait réellement qu'est-ce qui est mieux pour moi. Puis je pense qu'il faut vraiment faire confiance à la voix à l'intérieur de nous qui nous dit quoi faire parce que je pense vraiment qu'elle s'en fait pour nous, puis qu'elle a à cœur notre réussite, cette voix-là. Tu sais. C'est vraiment l'instinct que je dirais d'écouter. Ça marche. Le conseil pour tous les jeunes humoristes qui nous écoutent, c'est suivez votre instinct. Ne demandez absolument pas le conseil pour moi-même, de façon déguisée. Suis ton instinct, Régis. Là, si tu veux me poser la question plus directement, je pense que ton instinct a raison. Quand tu viens jouer à l'étranger, comme tu es venu jouer en Belgique, tu es aussi venu en France, est-ce que c'est difficile de t'y préparer? Est-ce que tu adaptes ton texte? Est-ce que tu y penses beaucoup? Ou au final tu viens et tu tentes? J'adapte mon texte, bien sûr, mais comme je fais pas trop, je veux dire, je me casse pas trop la tête non plus. Encore une fois, j'y vais instinctivement, là, souvent, là. Tu sais, c'est-à-dire que je suis allée souvent faire de l'improvisation déjà en Belgique, en Suisse, en France. C'est pas des endroits qui me sont étrangers. Ce n'est pas, je considère qu'on parle la même langue, puis je considère qu'on est tous des humains qui avons quand même des références puis des expériences similaires. Fait que c'est vraiment toujours un peu au niveau de, tu sais, je m'assure de pas parler trop vite, mais après ça, je m'assure d'articuler puis de pas utiliser trop d'expressions québécoises. Mon spectacle, par contre, est pas rempli de référents culturels non plus. Tu sais, mon spectacle, je pense que du moment que t'es un terrien, tu peux le comprendre. Puis moi, je m'assure juste de remplacer les noms de personnes connues au Québec par des noms de personnes connues en Belgique, en Suisse ou en France, là, tu sais. Mais encore une fois, je me fie à mon instinct. Puis j'ai confiance en mon instinct pour me guider à travers l'adaptation de mon texte. Puis aussi quelques amis humoristes, là, tu sais, j'ai toujours demandé il y a Yacine Bellous qui m'avait beaucoup aidé à Paris quand j'ai fait mon spectacle, tu sais, j'avais quelques petites questions bien précises pour lui, puis lui aussi, il aime beaucoup le Québec, alors il est très familier avec nos référents culturels, puis donc il m'avait aidé à adapter mon spectacle, mais vraiment rien de trop majeur, là, parce que le monde n'est pas niaiseux non plus, là, tu sais, genre, on se comprend, je pense, entre nous, puis si on comprend pas, c'est on voulait pas comprendre, je pense. Je pense aussi. Il y a toujours des clés, des indices dans les phrases qu'on dit, même si tu comprends pas une expression que je dis, tu vas la comprendre plus tard, quand je vais avoir fermé cette phrase-là, puis tu vas avoir compris son sens, tu sais. Ben hier j'écoutais c'est François Bellefeuille dans Sous-écoute avec Mike Ward qui expliquait que lui en France il avait fait l'erreur justement de trop adapter son sketch. T'en perds ton naturel. Il avait dit qu'il avait perdu son naturel et justement le côté très fou de François Bellefeuille. Tu perds ton aisance. Pas la bonne personne à qui parler de ça parce que j'ai jamais eu de soucis, trop de compréhension du coup.
j'aurais envie de dire, mais n'adaptez pas grand-chose, à part peut-être les références Non, culturelles. exact. Quelques petits mots par-ci, par-là, tu sais, mais rien, faut pas faut pas trop travestir, altérer qui on est parce que sinon on perd vraiment notre confort, tu sais. Faut rester confortable sur scène aussi, là, vraiment, pour que ça passe le message. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'humour? Dans le fait de faire de l'humour, je veux dire. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est vraiment d'avoir l'occasion de partager mes idées. Tu sais, je pense que ça nourrit plusieurs envies chez moi, là, c'est-à-dire cette envie de faire rire. Là. Il y a quand même quelqu'un à l'intérieur de moi qui aime entertainer. Il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui aime m'adresser à un groupe de gens. Mais après ça, je pense vraiment que ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir avoir des idées à la maison, puis les partager, puis trouver des gens chez qui ça résonne, trouver des gens qui sont d'accord, trouver des gens que ça fait rire, tu sais. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment humain dans cette espèce de partage-là, tu sais. Ça, je pense que c'est la chose que j'aime le plus de l'humour. Vraiment. Puis aussi être capable d'amener un petit peu de légèreté dans des sujets un peu plus sérieux. Tu sais, c'est vers ça que je tends, là. C'est-à-dire d'être capable de parler de choses sérieuses, de choses pas nécessairement fondamentalement drôles, mais d'être capable d'en parler avec légèreté. Je trouve qu'il y a toujours un message qu'on peut passer par humour. Parce que justement, quand on fait rire les gens, on dirait que ça les ouvre un peu plus à une autre perspective, tu sais. Je dirais que c'est ça que j'aime le plus de l'humour. Et du coup, je vais te poser la question inverse. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait d'en faire? Ce que j'aime le moins de l'humour, ce que j'aime le moins, je pense que c'est peut-être l'espèce d'effet de comparaison qu'il y a, c'est-à-dire que on dirait que l'humour c'est devenu l'humour, tu sais, c'est comme si on avait oublié qu'il y avait plusieurs styles d'humour parfois, c'est comme si on avait oublié que j'aime pas non, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle, tu sais. Moi, il y a des humoristes que je trouve pas drôles. C'est pas parce qu'ils sont pas drôles, c'est parce que moi je les trouve pas drôles, tu sais. Puis j'aime pas cette espèce de game là de genre l'humour c'est une affaire, tu sais. Quand le spectacle d'Anna Gadsby est sorti, l'Australienne qui a sorti un spectacle qui était très poignant, qui était pas nécessairement particulièrement drôle de A à Z, qui avait des parties touchantes, le milieu de l'humour était comme, mais ça, c'est pas de l'humour. Puis moi, je n'aime pas ça, cette espèce de bloc monolithique qui est devenu l'humour, comme si l'humour, c'est une affaire. Ah ben pourquoi de bord les arts picturaux? Pourquoi la peinture? On le sait que c'est plusieurs styles, c'est plusieurs époques, c'est plusieurs genres, tu sais. Fait que c'était cette espèce de... On dirait que l'humour, c'est un art tellement populaire qu'on a oublié qu'il y en avait plusieurs déclinaisons. Mais je suis d'accord parce que, par exemple, en humour, on voit quasiment plus que du stand-up. Et je trouve que quand quelqu'un vient avec autre chose que du stand-up, ça amène un vent de fraîcheur parfois sur une scène. Oui, vraiment. Oui, mais après ça, même le stand-up, je veux dire, c'est comme si le stand-up, c'était quelque chose de très précis. Il y a plusieurs façons de faire du stand-up, tu sais. C'est-à-dire que même en stand-up, il y a pas, je sais pas exactement c'est quoi le stand-up classique, tu sais. J'ai de la difficulté à nommer c'est quoi le stand-up classique. Il y a plusieurs sortes de stand-up. Je vais maintenant conclure par ce que j'appelle l'interview name dropping, où je vais te demander à chaque fois de me citer un humoriste, que ce soit homme, femme, québécois, américain, ce que tu veux, mais tu dois à chaque fois m'en citer un ou une. D'accord, avec plaisir. L'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré. L'humoriste le plus sympa que j'ai rencontré, je dirais peut-être Yacine Bellous, je te dirais. Ah, c'est la deuxième fois qu'il est cité dans cette réponse. Bon, alors, il est très gentil. Bah oui, je pense que tout le monde, même en l'entendant en podcast, c'est la première impression qu'il donne. Mais je dois dire que Stéphane Rousseau aussi est vraiment très gentil. Bah j'aimerais bien recevoir les deux dans le podcast, j'espère que ça se fera un jour. L'humoriste qui t'inspire le plus ou qui t'a inspiré le plus, je pense que tu l'as déjà dit, mais je te laisse. Alors, contre toute attente, je dirais que c'est Stewart. Oh, mon Dieu! Quel choc! L'humoriste que tu as fait rire, toi, et t'étais super fier d'avoir fait rire cette personne. Super fier d'avoir fait rire cette personne. Par exemple, il y a Fanny Ruet, elle t'a cité toi. Ah oui! Mon Dieu, c'est trop gentil, Fanny! Qui j'ai fait rire puis que ça m'a... Je sais pas, mon Dieu, je sais même pas qui j'ai fait rire. Pas de souci, si tu sais pas, tu sais pas. J'ai-tu fait rire des humoristes que je sais pas. Ben oui, mais les amis en général, je suis contente de les faire rire, mais je suis pas capable de te name-dropper personne. Pas de problème. Celui que tu regardes tout ce qu'il fait, je pense qu'on a encore une fois la réponse. Ben c'est Daniel Kitson, Bridget Christie, Stuart Lee, ce trio-là, je regarde à peu près tout ce qu'ils font, ouais. Est-ce qu'il y a un humoriste qui t'a surpris dernièrement, que tu t'es dit, waouh, c'est vraiment fort ce qu'il fait? Aïe, aïe, aïe. Ma culture en humour, elle est vraiment pas là. Oui, mais tu l'as dit, tu ne regardes pas tant que ça d'humour. Ben moi,
Guillaume Wagner, il m'impressionne. Guillaume Wagner, je trouve toujours pertinent. Thomas Wiesel aussi. Je dirais Thomas Wiesel, il m'impressionne beaucoup de par sa productivité. Pendant le confinement, il est plus que productif, là. Waouh. Ah, mais sais-tu qui, moi, j'ai capoté sur... Je la connaissais pas, puis je l'ai rencontrée à Montreux il y a 2 ans, puis c'est Marina Rollman, que je trouve toujours phénoménale. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Clairement. Elle a été citée un paquet de fois dans ce podcast aussi. Je suis pas surprise, vraiment. Elle est vraiment très très forte. Je l'adore. Je pense que je comprends. On est beaucoup à comprendre ça. Elle aussi, si tu écoutes ce podcast, Marina, quand tu veux pour le podcast, même si je travaille à cette heure-là, c'est pas un souci. Maintenant, dans la toute dernière partie, je te demande de choisir entre 2 humoristes. Celui que tu préfères, celui qui te fait le plus rire, donc c'est super subjectif, donc les personnes qui sont citées ne peuvent pas t'en vouloir. C'est vraiment sournois, ça. C'est vraiment sournois, mais si tu veux, je le mets pas dans le podcast, y a pas de souci. Parce que je t'ai pas prévenu. Au pire. Mais en plus, j'ai pris des gens que tu adores pour que ça soit difficile. Super. Si je te demande de choisir entre Catherine Levac et Phil Roy. Catherine Levac, j'ai choisi. Mais je l'aime, Phil aussi, là. Mais je vais y aller pour ma consoeur. Entre Guillaume Wagner et Mike Ward. C'est difficile. C'est difficile, mais je choisis Guillaume Wagner. Ça devrait lui faire plaisir. Il le sait, je pense. Mais je l'aime, Mike, aussi. Je trouve que c'est un des meilleurs writers là, au Québec. Là, c'est un des meilleurs writers. Mais juste parce que j'ai plus souvent pris des bières avec Guillaume Wagner. Entre Stuart Lee et Bridget Christie. Ça dépend toujours du dernier spectacle que j'ai vu d'eux. Je te dirais que la dernière fois que je les ai vus sur scène, j'ai préféré Bridget Christie. Entre Yacine Bellous et Kian Kojandi. Why you do this to me? Oh mon Dieu Seigneur, pourquoi tu me fais faire ça? Ça me fait rire. OK, alors j'adore Kian. En plus, il m'a toujours invité sur son podcast, derrière un micro. J'adore Kian, je le trouve formidablement bon. Je vais choisir Yacine parce que je l'ai connu en premier puis je l'aime. D'ailleurs, au passage, le podcast, c'était vraiment chouette ce que tu as fait avec Kian Kojandi, un bon moment. J'ai adoré. Ah, merci! C'était tellement cool, c'était vraiment cool à faire. À fond. Mais de toute façon, Kian, tout ce qu'il fait, je suis fan. Et Yacine aussi. Mais de toute façon, toutes les personnes citées ici sont que des gens ultra talentueux. Là, c'est ça, là, c'est déchirant de choisir, là. Ouais, mais ça m'amuse un peu, j'avoue. Entre Anthony Jeselnik et Jean-Thomas Jobin. J'aimais bien Jeselnik au début, mais je ne l'aime plus. Je l'aime plus du tout, alors je vais dire Jean-Thomas Jobin. Cool. Moi, j'aurais dit Jean-Thomas Jobin aussi. C'est tellement particulier, absurde. Il me fait tellement rire. C'est parce que c'est tellement différent que mon cerveau, en fait, il implose. Oui, c'est vrai, c'est du niaiseux absurde intelligent, tu sais. Mais son cerveau va dans un sens que mon cerveau ne comprend pas et j'adore ça. Oui, exact. Ben c'est ça d'habitude que j'aime en humour, moi aussi. Et tout dernier, entre Adib Al-Khalidé et Roman Frécinet. Oh! Pourquoi tu me fais ça? Je suis content, j'ai bien choisi. J'adore les deux, mais je vais y aller pour Roman. Mais j'aime tellement les deux, là. Je veux dire, ils sont excellents, les deux. Roman a quelque chose dans son calme, dans sa voix. Bon, c'est sûr, des fois, il s'énerve, mais j'aime bien la cool vibe de Roman, là, qui est très relax. Puis en plus, il donne souvent un peu dans le philosophique. Et puis moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. OK. Mais de toute façon, moi, je te demande des choix que je ne serais pas capable de faire moi-même, donc... Oui, mais Adib, je l'adore, là. Adib, il a une plume incroyable. Mais Roman, j'aime sa vibe. Ben, Adib, normalement, on est en train de regarder pour une date pour faire le podcast ensemble. Donc, ça serait génial. Ouais, vraiment. Tellement Adib fan. est génial, ouais. Moi aussi, j'en aime beaucoup. Et ben voilà, j'ai posé toutes les questions que j'avais à te poser. Je t'ai complimenté suffisamment, mais je vais encore le faire. Tu es exceptionnel, n'arrête jamais l'humour. Ben là, et ton spectacle, mets-le sur Internet, que je puisse le voir. C'est le rêve d'avoir une captation, mais la tournée a été annulée avant qu'on ait une captation. Mais en tout cas, il y aura moyen de faire quelque chose. Je vais essayer qu'il soit disponible quelque part sur Internet pour le monde entier. Mais je te remercie beaucoup, Régis. Si tu vis en Belgique, je serai au premier rang en train de pleurer. Je sais.
Je te réserve un siège. Merci beaucoup d'avoir bien voulu participer à ce podcast. Mais merci de m'avoir reçu, vraiment. Avec très grand plaisir. Tu n'imagines pas le nombre de fois où j'ai dit que j'allais enregistrer un podcast avec toi en sautant de joie dans mon salon. Là, tu peux dire, j'ai enregistré un podcast. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.